What's up, Yes! guys? Charles, Oui. épisode 29, Oui, man. on a du son, En effet, oui. on a aussi un gros show. Quand même, ouais, aujourd'hui, on balance les chroniques de côté pour se lancer directement dans quelque chose de funky. Là. Ouais, vraiment. On n'a jamais eu autant de production. Merci, Jasmin. Oui. Donc, à soir, si vous n'êtes pas au courant, il y a un petit jeu qui est sorti, Cyberpunk 2077. On s'est quand même dit, on va faire un show. Ça va être bon. Ça va être On correct. est assez big pour tasser ça. C'est ça, dire, t'sais. nos égos sont dans le tapis. Fait que ce soir, on a 3 invités de marque. Quand même. Puis on a aussi une autre formule parce qu'on veut pas trop se piler sur les pieds. Fait que ce soir, Charles va être pas mal plus l'animateur, va prendre le contrôle de toutes les questions. Fait qu'il va tout de suite enchaîner La distribution. la distribution. Il C'est va ça. passer à POC à tout le monde. C'est ça. Moi, je vais défendre l'opinion de Drop Ton Weep. Oui, exactement. Je Parce vais- qu'on est allé en crédibilité. tu sais, Exact. Vous le savez, pour ceux qui nous écoutent depuis un bout, quand c'est les nouvelles, c'est Frank qui parle. Quand c'est des niaiseries, c'est moi. Fait que là, on a décidé de se servir de moi à bonne usure. Donc, nos invités vont recevoir les questions. Je vais distribuer à gauche à droite. Je vais faire de mon mieux. Puis Frank va nous représenter. Honnêtement, Fièrement. je pense que tu vas faire un excellent travail. Yes. Et sans plus tarder, Jasmin, est-ce que tu nous présenterais nos invités? Est-ce que tu les mettrais à l'écran, s'il te plaît, le temps que je dise leur nom? Alors, Avant que tu te présentes, oui. je voudrais juste souligner l'excellente production visuelle que tu as fait sur le show. Excellent job, mon Charles. Ça look vraiment good. Je ne serais rien sans Jasmin qui me guide. Alors, bonsoir, messieurs. Salut, Est-ce que ça va bien? Salut! Dans le coin en haut à gauche, nice. Dans le coin en haut à gauche, on a Simon Forget, chroniqueur freelance, un junkie d'indie, qui est disponible sur Twitter @ForgetSimon. Hein? Si vous voulez lui Exactement. donner de la marde pendant le show, c'est là que ça se passe. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous lui écrivez. Ensuite, on a Alba Quinoa, qui est journaliste e-sport, qui est avec RDS Jeux vidéo. Lui aussi est toujours sur Twitter. Et lui, je vais massacrer son nom. C'est Albinouz. Albinouz. Albinouz? Albinouz. OK. Aussi simple que donc, ça. si vous n'êtes pas d'accord avec lui, aussi simple que ça. Ouais, mais je t'avertis, Il est Alba. dyslexique. Oui, je suis dyslexique. puis Laisse une chance, là. Je trouve que tu fais du bullying live à la télé. Et bien Je suis français, sûr, j'ai le droit. le dernier, mais non le moindre, qui est en bas. Je m'excuse, Simon Marcoux, tu es en bas, mais c'est vraiment une question. C'est toi qui es arrivé dernier dans le meeting de Discord en fin de semaine. Fait qu'on t'a placé là, mais c'est pas parce que tu es moins bon que les autres. Sache-le. Simon Marcoux, chroniqueur et producteur de podcast qui est rattaché à The Girls on Games. Donc, si vous écrivez à The Girls on Games sur Twitter, vous allez pouvoir le rejoindre. Soyez polis. Parce que, tu sais, c'est pas nécessairement sur son Twitter juste à lui. Hein? Fait que, sait-on jamais avec les gens qui nous suivent. C'est ce qui fait un tour de table Bravo, de nos Charles. gens. Hey, c'est pas pire, hein? Ouais, Je t'as pense que ça va pas bien aller. brisé. T'as pas brisé. Non, ça s'en vient. Mais avant de se pitcher dans le gros vif du sujet, juste comme pour mettre la table, mettre l'ambiance, les boys, selon vous, là, quand vous avez fait vos choix dans toutes les catégories des Game Awards, est-ce que ça a été facile ou vous avez dû déchirer votre âme dans certains cas ou overall, vous saviez où est-ce que vous en alliez? Simon Forget ou Simon F? Toi, ça a-tu été facile de faire tes points? Ben oui, parce que assez, je te dirais, j'oserais dire, c'est là que je vais me sentir boomer. Puis je veux dire, je suis allé un peu avec l'expérience. C'est pas la première année que je couvre un peu les Game Awards. Puis je veux dire, avec le temps, on finit par comprendre un peu le pattern de, dans le fond, tu sais, les choix qui sont faits, les raisons, les choses comme ça. Fait en général, des fois, j'ai des bons feelings sur qu'est-ce qui intéresse dans le fond, qu'est-ce qu'on juge qui mérite des prix. Par contre, je suis tout le temps un petit rebelle, puis il y a bien des choses que des fois, j'aimerais dire non, c'est ce jeu-là qui mérite justement un peu plus de valorisation. Fait que souvent, je suis un peu à l'inverse de ce qui est voté, si je votais avec mon cœur, mais dans mes prédictions en général, je comprends en général les choix qui sont faits. Pas mal ça. On va y aller avec Alban. Toi, ça a-tu été facile ou crève-cœur un peu? Ben, ça dépend d'une catégorie à l'autre. Pour certaines, c'est des évidences. Pour d'autres, honnêtement, c'était le flou le plus total. On y va un peu plus au feeling qu'autre chose, en essayant de se souvenir un petit peu la réception de la presse, jeux vidéo, du public en général. Pour surenchérir sur ce que disait Simon, oui, il y a des fois où on est un peu presque énervé de la sélection ou du potentiel gagnant. Mais des fois, on est agréablement surpris. Je sais que moi, je prends un exemple concret. C'était l'an dernier, j'avais été agréablement surpris par la victoire de Sekiro.
pour plein de raisons. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Mais des fois, on a des bonnes surprises. Donc, j'ai aussi un petit peu suivi la voix de mon cœur dans les cas où j'avais un doute. On en parlera. Ah, excellent. Et monsieur Marcoux, je pense que ça va être toi, monsieur, ce soir. On en discutait plutôt dans... Alors, Simon, c'est aussi long que monsieur. Ça me tente. Ça me tente. J'ai décidé. Simon Marcoux, toi, as-tu eu des décisions crève-cœur ce soir? Monsieur, c'est parfait. C'est super bien, monsieur. C'est bien ça la coche. Moi, j'y étais avec ma tête pour tous mes choix cette année. Je te dirais normalement d'y aller avec le cœur, j'aurais fait des choix absolument différents, un peu comme disait Albin Simon. Mais je te dirais le seul où j'ai eu beaucoup de difficultés et j'ai dû faire un gros remue-ménage, c'est la section e-sport. Fait qu'on pourra en parler rendu là, mais c'est drôle. Excellent. Ah, c'est bon, Nice. on a déjà un peu un vibe. Et le dernier et non le moindre, toi, Frank, le représentant de Drop Ton Weep, Oui. tes choix, c'était comment? Il y en a que c'est du cœur, il y en a que c'est de la tête. Un heureux mélange des deux. Je vais être capable de les défendre. OK. Parce que, tu sais, on le sait que j'ai raison sur ce podcast-là. Fait que, peu importe vos décisions, les gars, j'ai le choix final, je tranche. Je niaise. Aïe. Mais ça n'a pas été si difficile. Ciao! Mais ça n'a pas été si difficile, non, pour vrai. OK, excellent. Ben, ça vous tente-tu qu'on se lance là-dedans, les boys? Ben, let's go. Tiens. Ben, Yes. Parfait. Fait que, Jasmin, on commencerait avec la première catégorie, si ça te tente. La première catégorie, Best Debut Game, donc pour le meilleur jeu de début créé par un nouveau studio indépendant. Donc c'est important, le nouveau studio indépendant. On a Carry On, Phobia Game Studio Developer Digital. On a Mortal Shell avec Cold Symmetry Paystack. On a Raji and Ancient Epic, Notting Heads Games et Super.com. Roki, Polygon, Treehouse United Label. Et on a Phasmophobia, Kinetic Game. Et ce soir, le choix a pas mal été unanime. On ne s'ostinera pas bien gros sur la première. Okay? On part soft. On part Et soft. pour partir soft, vu que tout le monde a voté sur le même jeu, je vais commencer par Simon F. Puis je vais lui demander une petite question un petit peu plus compliquée. OK? Quand tu tombes dans un jeu début game, qu'est-ce que ça prend pour te séparer des autres? Tu sais, là, c'est quoi le edge qui va faire en sorte... Parce que tous ces jeux-là ont un petit quelque chose, mais c'est quoi qui va faire la différence en un début game? J'ai pas pu essayer tous ces jeux-là, évidemment. Par contre, il y en a que je connais, que Carrion, par exemple, j'ai eu le plaisir de l'essayer. Puis je connaissais quand même un peu avec Raji, avec Roki aussi. Ce que je pense que ce qu'on observe plus, c'est vraiment la réception publique, en général, qui intéresse. Et aussi le potentiel. Souvent, dans des débuts de game, c'est vraiment le potentiel d'un jeu. Et la plupart de ces jeux-là sont très artsy, sont très beaux, sont cool, mais ont pas nécessairement quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que justement tous nos votes tendent vers un jeu en particulier. Je pense que je vais te c'est assez évident. On le non, c'est ça. C'est ça. J'allais dire, je sais pas on si le on montre commence présentement. mais c'est ça, on a du footage de ça. Je veux dire, ce Phasmophobia, ben, c'est ça que ça a. Je veux dire, côté réception publique, ben, c'est historique. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, là. C'est sorti, c'est quoi, le 17 septembre 2020, puis presque immédiatement, c'était un des jeux les plus streamés en permanence sur Twitch pendant au moins un mois et demi. Puis c'est juste un gars qui a développé ce jeu-là. C'est ce que j'appelle les one-man games, là. Et puis j'ajouterais même que... alors après, c'est un petit peu biaisé, j'ai envie de dire, parce que de plus en plus, on a tendance à prendre Twitch comme un véritable baromètre du succès d'un jeu auprès du public. Et le truc, c'est que Phasmophobia a un concept qui se prête parfaitement à faire des streams très très fun, parce que ça génère beaucoup d'émotions chez les streamers. Il y a le côté multijoueur, il y a le côté jumpscare qui fait un super spectacle pour des streams. Ce qui est, je pense, moins le cas des autres jeux. Donc, c'est clair que rien que par son concept à la base, Phasmophobia part avec une longueur d'avance, parce qu'on se fie de plus en plus à Twitch comme baromètre de la réception d'un jeu. Est-ce Si, que je- Frank a quelque chose... Non. Frank ou Monsieur Marcoux, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Vas-y, pour moi, ça couvre tout. OK, parfait. Ben, en fait, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt que je vais aller avec la tête et non avec le cœur. Si c'était mon cœur, j'aurais été avec Mortal Shell, étant fan de Soulsborne, bien sûr. Mais comme Simon dit, l'impact que Phasmophobia a eu dès sa sortie, tout le monde puis sa mère jouait à ça sur Twitch. Tout le monde. Donc, dans J'aime le ça, nom... tout le monde puis sa mère. Oh ouais! Excellent. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était évident que c'est ça qui va gagner, à mon avis. Le seul problème, Caroline, par la contre, c'est première. que Phasmophobia,
est aussi, Phasmophobia est victime de son succès. Le jeu n'aurait pas dû être aussi populaire. Je veux dire, c'est très bêta là, comme jeu, là. C'est très early access. C'est encore très early access. Ouais. Ouais. C'est laid comme ça se peut pas, c'est buggé comme ça se peut pas. C'est pas si fun que ça quand tu y penses, mais il y a tellement de potentiel pour que ce soit un jeu incroyable. Puis je sais pas combien de gens ont acheté ce jeu-là, là, mais moi, ce que je suis plus curieux, surtout si en plus ça gagne, ça va relancer encore plus le jeu. Qu'est-ce qui va se passer avec Phasmophobia? Parce que logiquement, c'est une seule personne qui travaille sur le jeu. Avec tout l'argent qu'il a fait, il devrait engager au moins une dizaine de devs, de designers et tout ça pour faire vraiment un jeu. T'sais, imaginons là, que le jeu tombe un peu dans le silence. L'année prochaine, il ressort pour l'Halloween 2021, mais full-fledged. Il est super beau puis il est malade là, avec 1000 fois plus de features, 1000 fois plus de reconnaissance vocale. Ça serait incroyable. Peut-être que c'est ça qui va arriver. Peut-être que Microsoft qui achète ce qu'ils peuvent là, ces temps-ci, là, tout d'un coup, Microsoft l'achète puis il annonce déjà Phasmophobia 2 puis que ça soit comme basé puis une méga production de fou. Il y a bien des possibilités, puis il faut qu'on observe ça. Ouais, ben, mon Dieu, j'en ai eu plus que pour mon argent avec cette réponse-là. On voit à l'écran présentement les choix de tout le monde. Phasmophobia, c'est unanime. Fait que c'est bien. Là, moi, j'étais nerveux au début du show. On s'est pas assassiné pour la première. Ça a bien été. Puis, sans tarder, on va se lancer dans la deuxième parce que je pense qu'on a long aujourd'hui. Puis ça va être le fun. La deuxième, c'est Best Score in Music pour une musique exceptionnelle, inclusive de score. Là, j'ai fait traduire Google Translate. Soyez gentils avec moi. De chansons originales ou de bandes son sous licence. Et là, à ma grande surprise, ben là, je vais nommer les gens en premier. Doom Eternal, Mick Gordon, mon boy. Final Fantasy VII, le remake. Nobuo est-ce que je suis pas bon dans cette affaire-là? Faut que j'apprenne. Uematsu, merci. Et Mashi Amozu. Puis Mitsu Suzuki, mon Dieu, ça peut pas être pire que ça. Mitsuto Suzuki. Thanks, man. On a aussi Hades avec Darren Korb. On a Ori and the Will of the Wisp avec Garrett Cocker. C'est bien ça. Et The Last of Us Part 2, un autre que je vais massacrer. Gustavo Santaolalla, je pense que c'est à peu près ça, on le dit vite, on n'en parle pas. Et Mac Quell. Là, pour une fois, c'est divisé. Donc, je vois qu'il y a comme déjà des clans qui se séparent. Puis je vais commencer avec Alban. Alban, c'est quoi ton choix puis pourquoi? C'est là que j'ai fait parler le cœur, honnêtement, parce que la musique, c'est pas toujours le point qu'on met le plus de l'avant. Et j'avoue qu'il y en a certains où je suis parfaitement au courant de ce qu'il y a dedans. Doom, c'est facile. Final Fantasy Remake, ce sont des réarrangements absolument fantastiques de thèmes qui étaient déjà mythiques, hein, les thèmes de FF7. Et j'ai le vinyle à la maison, donc je peux certifier que oui, c'est très très bon, évidemment. Ori, pour moi, c'est la grande inconnue. J'ai joué au premier, j'ai pas joué au deuxième. J'ai vu quelques clips, mais j'en sais pas beaucoup plus. Last of Us non plus. Donc j'y suis allé avec le vote du cœur, comme je disais, avec Hades, parce que Supergiant Games, de manière générale, fait toujours des compositions fantastiques. C'est Darren Korb qui est depuis le début, d'ailleurs, qui chante aussi sur certains morceaux chantés dans Hades. Et c'est toujours fantastique. Pareil, j'ai le vinyle de Transistor. J'aurai le vinyle d'Hades quand ils l'auront pressé. Et ouais, j'y suis allé vraiment avec le vote du cœur, même si ça a été très dur et j'ai beaucoup hésité, mais FF7, je pense qu'en termes de qualité musicale pure est meilleur, mais ça reste des réarrangements, réorchestrations, c'est pas des compositions originales, donc c'est un peu triché. Voilà, c'est pour ça que j'y suis allé vers Hades. Excellente réponse. Est-ce que Simon F, aurais-tu quelque chose à rajouter? Parce que toi aussi, tu as fait ce choix-là, si je ne m'abuse. Ben, pour Final Fantasy, c'est exactement comme ce qu'Alban a dit. Je veux dire, c'est de la super bonne musique. Je veux dire, j'adore la musique d'FF7. Mais je veux dire, les nouveaux morceaux qu'ils ont composés, ça fait très musique de film assez ordinaire. Puis sinon, ben évidemment, le remake, c'est un peu triché dans le fond. Doom Eternal, j'espère même qu'ils ne vont pas gagner. Je ne veux pas qu'ils gagnent. Parce que Mick Gordon est un compositeur remarquable, mais il y a eu un petit scandale, si vous vous souvenez, à la sortie de Doom Eternal, où est-ce que la production, dans le fond, du jeu a un peu massacré le mixage final de sa musique. Et dans le fond, donner un prix à ça, ça serait un peu comme cautionner, dans le fond, le mixage sans l'approbation, sans le consentement du compositeur. Et Mick Gordon, justement, là, il a annoncé que c'est fini. Il ne va plus composer de musique pour Doom parce que, justement, ça l'a fait vraiment chier.
Alors, je ne veux pas qu'il gagne. Il ne mérite pas de gagner. OK. Ori, je ne le connais pas trop. Last of Us, c'est de la super belle musique, mais c'est génial. Mais Hades, c'est du génie. C'est du bon gros rock, c'est du bon gros métal. Tu as un petit côté musique classique, une musique évolutive qui, quand il y a de l'action, la musique va changer n'importe quand. C'est vraiment finement super bien composé. C'est génial. Ils doivent gagner. OK, puis en plus, faut pas oublier que Mick Gordon a déjà gagné en 2016, a tout raflé avec sa musique. Fait que, moi, je me sens déjà moins mal, même si c'est mon boy et que j'ai adoré la première. Puis, je prendrais le commentaire de Frank pour The Last of Us, si ça te dérange pas. Ouais, moi, j'étais allé dans le fond avec The Last of Us, puis mon choix est quand même assez simple là-dessus. C'est que pour moi, la musique de The Last of Us, contrairement aux autres jeux, est encore plus évocatrice. Puis c'est pas juste utilisé en trame de fond. C'est que la musique a un autre step parce que Joel apprend à Ellie à jouer de la musique. La musique, c'est pas juste une question d'ambiance, mais il y a des sentiments vraiment forts, puis il y a de l'émotion qui est rattachée à ça. Fait que pour moi, quand tu as un score qui est aussi fort, qui est fait avec des instruments qui sont désaccordés, puis que tu utilises des classiques comme Pearl Jam pour ramener dans l'ambiance, je trouve que c'est vraiment, il y a une fluidité dans cette musique-là qui fait en sorte que mon choix allait assurément être là parce que je la trouvais, autant que les autres, comme vous avez dit, les gars, super bonne musique, vraiment des scores impressionnants. Juste que je trouve qu'être capable d'amener la musique à un autre niveau au sein du jeu, c'est pour ça que j'ai donné ma nomination. Puis, à moins que Simon Marcoux, as-tu quelque chose à ajouter à ça ou on passe à la prochaine, ou on regarde les nominés, sois bien à l'aise, là? J'allais dire, c'est exactement la même raison pourquoi j'ai choisi Last of Us également. C'est que la musique fait. J'ai pas joué malheureusement, j'ai vu des vidéos, mais la musique a une partie intégrante dans le jeu. C'est pas juste une trame de fond, elle est là. Elle est utile pour quelque chose, pour l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec Last of Us 2 également. C'est le vraiment bon choix. Ouais. Puis Jasmin, si tu peux nous montrer les résultats, tu sais. Là, ça commence à se séparer. Là, on voit qu'il y a des clans qui se forment. J'ai hâte de voir comment ça va aller pour la suite. On va tout de suite aller à la troisième pour Best Narrative. Dans cette catégorie-là, on a 13 Sentinels. On a Final Fantasy VII, le remake. On a Ghost of Tsushima. On a Hades. Et on a encore une fois The Last of Us Part 2 pour Best Narrative. Puis là, on se retrouve encore dans la même affaire. Tout le monde a pris la même catégorie. Puis c'est un choix unanime. Mais j'irai avec M. Marcoux. Je t'ai pas beaucoup entendu dès le début, je t'ai comme mis de côté. Fait que je vais me lancer je vais te lancer la parole là-dessus. Pourquoi The Last of Us dans la Best Narrative, selon toi? Malgré toute la controverse qu'il y a eu avec l'histoire de Last of Us, bon, on va pas parler de spoiler, là, mais bon, il y a quand même eu une controverse avec l'histoire, tout le monde est au courant. Je pense que c'est le fait que ça l'a tellement divisé la communauté. Il y a tellement eu de retours sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire que ça peut pas aller à quelqu'un d'autre que The Last of Us. Il y a tellement d'émotions associé à cette histoire-là et à tout ce qui se passe avec les personnages, qu'il n'y a pas d'autre jeu dans l'année qui a eu une si grosse réaction, autant négative que positive avec l'histoire. Donc pour moi, c'était encore une fois un choix évident que c'était Last of Us Part 2 qui va remporter. Bon. Puis je lancerai dans le fond la parole à Simon. Toi, pourquoi toi? Parce que tu sais, dans notre doc, on s'est mis des petits highlights, puis Simon voulait en parler. Fait que j'aimerais ça entendre pourquoi toi, c'est le best narrative. Ben, c'est un peu un peu avec ce que Simon disait, c'est que ça l'a emmené carrément des débats, je veux dire. Il y a eu... L'Internet s'est enflammé avec plusieurs choix narratifs. De là à dire est-ce que c'est bon ou mauvais, rendu là, est-ce que vous ayez aimé ou non les choix narratifs, ils sont bons parce que justement, ça l'a choqué, ça l'a fait réagir les gens. Puis on s'entend que c'était pas non plus absolument stupide et horrible. Ça l'a fait réagir. Puis c'est un peu ça aussi, Last of Us. Là, ça a un impact profondément en nous. Alors, j'aurais encore une fois aimé Hades parce que les échanges dans les dialogues sont remarquables. Mais je veux dire, ça doit être Last of Us. Je veux dire, c'est le symbole, je pense, du jeu avec du potentiel narratif, le premier autant que le deuxième. Puis, est-ce que Alba ou... Oui, vas-y. J'ajouterais même que on a souvent tendance à reprocher dans l'industrie du jeu vidéo au AAA
d'être frileux, toujours, de vraiment pas sortir des sentiers battus. Bah, eux, ils ont tenté le coup avec plus ou moins de succès, mais ils ont vraiment tenté une écriture vraiment avec du caractère, à tenter des choses. Et rien que pour ça, il faut encourager ce genre d'initiative, selon moi. Est-ce qu'on peut y aller avec les résultats, mon Jasmin? Je coupe ça un peu short parce qu'on a d'autres catégories qui s'en viennent, guys, puis des fois, je veux pas qu'on s'étire, prenez-le pas mal. Puis comme, vu que c'est quand même unanime, hein, The Last of Us a touché des cordes sensibles, puis la même chose pour moi de mon bord, ça faisait du sens. On se lance dans Best Indie, si je ne m'abuse. Pour une réalisation créative. Non, c'est Best Esport Game, mon gars. Oh, Colin, j'allais en passer une en partant. T'es là? On skip e-sport, hein? Non, mais il n'est pas dans mon La cœur! catégorie des gars d'e-sport, ouais, fuck you, guys. Ouais, fait que là, t'es pogné pour lire la description. Bon, je vais faire l'animation, étant donné qu'on est très bien structuré. Donc, le Best Esport Game, donc le jeu qui a offert la meilleure expérience globale e-sports aux joueurs, comprenant les tournois, le soutien de la communauté et les mises à jour du contenu. On a comme premier jeu Call of Duty Modern Warfare, fait par Infinity Ward, Raven et Activision, Counter-Strike Global Offensive par Valve, Fortnite d'Epic Games, League of Legends de Riot Games et Valorant de Riot Games, encore une fois. Puis là, je vais te laisser faire la transition au gars que tu veux. Hey man, on fait ça là-dessus. J'allais directement, je voulais que les gars me parlent de LOL. Fait que je vais commencer avec Alban. Je voulais qu'on me parle de League of Legends en partant, qu'on m'éclaire sur ce choix-là. Moi, c'est assez simple. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça les ferait sourire parce que je suis vraiment pas fan de League of Legends pour plein de raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas ce soir. Mais mon choix, c'est simple, c'est que c'est tout simplement la scène compétitive qui s'en est le mieux sortie à travers la pandémie. Point. Ils ont pu faire leur championnat du monde, ils ont pu conduire leur championnat de A à Z, continuer à maintenir la qualité de leur jeu et leur player base. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Bon, une excellente réponse. Dans la même, il y a aussi Simon Marcoux qui a pris la même décision que toi. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais. Ouais, ben en fait, et Alban, si je me trompe pas, je pense que Ligue LCS est maintenant la première ligue qui est rentable en termes d'argent. Donc, c'est la première année qu'une ligue maintenant fait de l'argent. Donc, ça, c'est quelque chose en ce moment, dans le monde du e-sport, c'est pas n'importe quoi. Surtout avec tout ce qui s'est passé dans la pandémie. Convaincu que Valorant va l'emporter l'année prochaine. Je pense que Valorant est sur la bonne voie. Va même dépasser, et moi qui est fan incroyable fini de CSGO et de tout ce qui se passe avec CSGO, je suis convaincu que d'ici quelques années, Valorant sera plus fort que CSGO, si Valve ne fait rien, bien sûr. Mais cette année, Riot avec les gars ont encore une fois prouvé que c'était les meilleurs sur le marché, même si je déteste ce jeu. Bon, ben c'est une preuve en soi. T'aimes pas ça, mais tu reconnais le travail derrière. Puis Riot Games ont été reconnus pour être solides dans ce domaine-là. Et dans l'autre clan, on a Frank et Monsieur Forget. Call of Duty Modern Warfare. Frank, pourquoi toi, selon toi, ça prend le dessus là-dessus? Ouais, don't get me wrong, un peu avec la même pensée des gars. Je sais que là, les plus gros, il y a plus de tournois, il y a plus d'argent. Mais par contre, pourquoi moi j'ai choisi Warzone, c'est que je trouve que dans la pandémie, pour un jeu qui était quand même pas mal moins établi que les autres, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait pour pivoter, pour changer un peu la scène, qui est plus petite, plus fréquente, des plus petits tournois. Je trouve qu'ils ont plus innové. Oui, ils s'en sont peut-être moins bien sortis que LoL, mais je trouve que quand on parle d'inclusivité de la communauté puis des mises à jour, je trouvais qu'eux avaient peut-être plus ce edge-là. La scène même, non, n'est pas aussi forte, mais je trouvais que le reste qui englobe la scène e-sport était peut-être pensé différemment. Excellent. C'est pour ça. Est-ce que M. Forget ajouterait quelque chose là-dessus? Ouais, ben, je sais absolument rien sur le e-sport. Jamais pensé que Modern Warfare aurait gagné quelque chose, mais aucunement pour le multiplayer, comme Team Deathmatch et tout ça, parce que je trouve que c'est un des multiplayers les plus merdiques qui existent dans le monde des shooters. Par contre, Warzone, pour vrai, depuis l'existence de PUBG, moi j'ai toujours dit la même chose. Le premier au Battle Royale gratuit va pogner, c'est sûr et certain, mais ça sera pas le meilleur. Par contre, le jour où Call of Duty va décider de faire du Battle Royale, ça va révolutionner les choses. Qu'est-ce qui est arrivé? Fortnite est arrivé gratuit, selon moi c'est un jeu vraiment merdique, et ça a marché super gros parce qu'il était free-to-play. C'est juste pour ça là, que ça a marché, c'est parce qu'il était free-to-play, c'est pas un bon jeu. Et après, Warzone est arrivé et le moment que Warzone est devenu free-to-play,
parce qu'il y avait eu d'autres Battle Royale de Call of Duty avant, et ça marchait pas tant, mais une fois qu'ils ont eu ces ingrédients-là, la solidité d'un Call of Duty et un Battle Royale free-to-play, ça l'a explosé. Il y a eu des événements, il y a des événements de charité sur Twitch et tout ça. Ils ont tout ce qu'il faut pour créer un bon jeu compétitif. D'appeler ça un e-sport, par contre, non. Je pense qu'il n'aurait même pas dû être dans la catégorie e-sport, parce qu'on s'entend qu'on parle de Warzone surtout, là. C'est pas un e-sport, c'est un Battle Royale. Ça peut pas être un e-sport. Par contre, jeu compétitif, all the way le jeu de l'année, selon moi, en matière de compétition. Puis, je regarde les réactions. Quick, entre vous autres, avez-vous, les gars, à l'opposé, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils viennent de dire? Personnellement, cette année a été le très grand succès avec la Call of Duty League. Ça a marché, ça a été super bon. On en a entendu parler pendant des semaines et des semaines. Donc oui, absolument, l'aspect Warzone est important. Mais par contre, je pense avec l'introduction des franchises, un peu comme on a fait avec Overwatch League, maintenant ils le font avec Call of Duty. Ça fonctionne très bien et je pense qu'ils ont un modèle d'affaires un peu plus intelligent que l'Overwatch League. Puis à long terme, ils vont avoir un très grand succès à mon avis, beaucoup plus qu'avec l'Overwatch League et n'importe quoi. Donc, c'est pas encore l'année pour Call of Duty eSport, mais ça va l'être au cours des prochaines années. Je suis pas mal convaincu de ça. Puis, je pense qu'on a fait le tour. On pourrait aller au recap, le visual recap, pour regarder ce qu'on vient de discuter. Encore une fois, 2 clans. Pas grand-chose d'autre à dire à propos de tout ça. Je pense que les gars, vous avez été pas mal clairs. Puis le moins je sers à quelque chose, le mieux vous faites une bonne job. Et là, on peut se lancer dans la bonne catégorie, la 5e, Best Indie. Donc, pour une réalisation créative et technique exceptionnelle d'un jeu conçu en dehors du système d'éditeur traditionnel, on a Carry On, on a Fall Guy, on a Hades, on a Spelunky 2, excusez, les S, les P, et Spiritfarer. Là, on a encore un choix unanime. Mais là, j'ai un spécialiste d'indie avec nous ce soir et je vais lui faire une passe à la palette direct. Je vais même pas je vais rien dire d'autre. Vas-y, jase-moi Simon Forget. Ok, bon ben écoute, j'ai joué à tous ces jeux-là. Fait que Carrion, très très cool, super violent, c'est gore, c'est cool, mais c'est assez standard quand même comme jeu. Fall Guys mériterait le prix, je pense, de meilleure gestion de communauté, peut-être. Mais c'est pas si bon que ça comme jeu, puis ça s'est dégonflé tellement vite parce qu'ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu leur serveur, ils ont pas prévu plein d'autres affaires de comme. Tu sais, on appelle ça la rétention là, dans des jeux qui demandent une grosse communauté. Comment garder tes joueurs accrochés à ton jeu? Ils ont complètement pas pensé à ça, malheureusement. Spelunky 2, c'est un jeu qui a été hypé depuis très longtemps. C'est parmi les premiers gros jeux indie que, tu sais, sur Twitch, là, Spelunky, des fois, c'est immense aussi. Super bon jeu. Pour vrai, le Spelunky 2, génial. C'est tellement difficile, mais c'est génial. Spiritfarer, je salue Thunder Lotus, un studio de Montréal. Ils sont super gentils. Leur jeu est magnifique, touchant et tout ça. Mais ça peut pas battre la qualité de production de Hades. Même les considérer indie, c'est presque triché parce que c'est un très, très gros studio. Puis écoute, Hades, c'est beau comme ça se peut pas. C'est une vraie drogue, là. Tu peux pas arrêter de jouer à ce jeu-là. La musique est géniale, les dialogues, le gameplay, c'est fucking bon. En d'autres mots, là, c'est vraiment bon. Si vous avez pas joué à Hades, faites-le, là. Vous manquez quelque chose. Puis sur tous les aspects, Hades, c'est une réussite. Alors, ça mérite vraiment de gagner. Et je suis pas mal sûr que les juges vont penser ça aussi. Tabarnouche, ça peut pas être plus clair. Est-ce que quelqu'un qui va ajouter quelque chose à ça? Dans la gang, sinon on passe à la prochaine. Moi, on claire. Oh, allons-y, je t'écoute. Ouais, je vais surenchérir sur ce que dit Simon. Déjà parce que Hades est vraiment, on en parlera plus tard, mais vraiment un contender pour le jeu de l'année. Pour plein de bonnes raisons, mais celle que je retiens beaucoup, c'est que c'est quand même un type de jeu qui fait peur à certains, le roguelike, l'aspect répétitif et lassant que peuvent dégager ces jeux-là. Et Supergiant ont réussi avec Hades à maîtriser le rythme auquel ils distillent la narration et le gameplay, les mécaniques de jeu, de manière à ce que tu ne peux quasiment pas t'en lasser. Si tu arrives à rentrer dans le jeu, ils arrivent toujours à te donner la petite cacahuète pour te faire relancer une run. C'est vraiment une maîtrise du rythme qui est incroyablement réussie. Et ça, c'est un coup de maître et une révolution pour le type de jeu roguelike, selon moi. Wow. Monsieur Marcoux, ou on call it a day? Sont-ils bien à l'aise? Hades, c'est bien le fun. Parfait.
Jasmine, tu m'enverrais-tu le recap de cette catégorie-là? Juste pour un cue visuel, tout le monde s'est lancé sur Hades pour le Best Indie et les deux témoignages ont fait un excellent Je veux travail. juste m'offusquer parce que je vois je vois l'écran, j'ai un CCD en dessous de Francis. Ah ouais? God Je damn it! sais pas qui a fait ça, man. Je sais pas qui a fait ce petit visuel-là, maudit pourri. Et sur cette Je m'excuse. erreur de frappe, on se lance dans la 7e catégorie, Best Sports Racing. Non, on va à la 6, Best Sim Strategy. Pas facile. Ça pourrait être pire. Donc, meilleur jeu concentré sur la simulation ou la stratégie en temps réel ou le turn-based. On a Crusader King 3, Desperado 3, Gears Tactic, Microsoft Flight Simulator et XCOM Chimera Squad. Encore une fois, là, c'est un petit peu plus mitigé. Là. Il y a des choix différents. Puis je vais commencer, puis je vais vous garder pour la fin. Là, ceux que... il y a des gens que je vais garder pour la fin. Puis je vais me lancer avec Desperado 3. Simon Forget, pourquoi ça va gagner selon toi? Là, je suis allé avec le cœur. Je pense que Ok. ça va être une plus grosse production comme Microsoft Flight Simulator qui risque de gagner, mais honnêtement, Desperados 3, la musique est géniale. C'est ceux qui ont aimé des Divinity Original Sin puis des jeux comme ou Baldur's Gate, là, allez-y avec Desperados 3 aussi. Là. C'est comme si Fallout 3 était un Divinity Original Sin. Là. C'est vraiment le fun, c'est cool. C'est beau comme ça se peut pas. Honnêtement, il le mérite ben gros, mais c'est presque sûr et certain que c'est une plus grosse production comme Crusader Kings ou Microsoft Flight Simulator qui risque de gagner, mais je te l'ai avec le cœur. C'est correct, t'as le droit. Je vais lancer la POC tout de suite à Frank, excuse-moi, pour Crusader King 3. Ouais. Un peu comme Simon vient de dire, je pense aussi que Flight Simulator va gagner. Par contre, moi, pourquoi j'ai choisi Crusader King, c'est que je trouve que de partir d'une prémisse de vraie politique mondiale, comme du début du millénaire, puis là, que tu deviens un roi, puis que tu peux changer le cours de l'histoire, puis là, tu backstabs des gens, tu maries tes enfants pour comme contrôler le monde. Il y a de quoi qui m'accroche vraiment beaucoup. Hey, je le vois dans tes yeux. ouais. T'es pas né dans la bonne era. Mais bref, excuse-moi, continue. Mais pour vrai, je trouve qu'il y a dans ce jeu-là, il y a une super balance entre le réalisme, l'action, puis tu sais, la folie un peu de... Tu sais, c'est complètement pas correct, mais tu sais, tu peux faire de l'inceste pour comme garder ton royaume, puis genre monter. Fait que moi, juste utiliser des affaires niaiseuses comme ça me fait beaucoup rire. Puis je trouve que ça rajoute beaucoup au jeu quand tu pars d'une prémisse vraiment sérieuse de OK, l'Empire romain ou l'Empire byzantique contrôle le monde. Toi, tu pars en tant que petit roi telet d'Irlande. Comment tu gagnes? Fait que, moi, c'est juste pour ça, je trouve que la prémisse du jeu est vraiment le fun. C'est malade comme jeu. Tu peux tout faire dans ce jeu-là. Là. Moi, je suis historien. C'est là, vraiment puis trop sérieusement, gros. c'est malade. Tu peux, si tu veux, conquérir le monde avec des ITS, genre des maladies, genre la chlamydia, là, si tu veux, tu pourrais C'est infecter tous les rois de l'Europe, tu pourrais leur donner la chlamydia si tu veux. Là. C'est bizarre, mais tu peux. Sur ces sages paroles, je vais me revirer vers... Là, j'ai un commentaire. Exactement pour ça. Je vais faire un commentaire un peu poche, un peu redneck, là. C'est typique de moi pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Là, vous allez m'expliquer qu'est-ce que Microsoft Flight Simulator crisse dans cette stratégie, dans cette catégorie-là. Je sais que c'est un simulateur, puis je comprends pas pourquoi ces deux catégories-là sont ensemble. Puis je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial en 2020, parce que Flight Simulator, là, c'est vieux comme le monde. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial cette année pour que ça mérite le vote de deux personnes qui sont, ma foi, très intelligentes? Alors, avec Alba. On s'entend, c'est exactement moi ce par quoi je voulais commencer, c'est que alors pour avoir été dans des comités de sélection de Game Awards, des Canadian Video Games Awards, c'est difficile à faire comme exercice, mais on s'entend. Cette catégorie qui est capable du coup de mettre côte à côte Flight Simulator avec Crusader Kings, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment stupide de coller Best Simulation et Strategy Games. Ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est comparer des patates avec des tomates. Bref, moi j'y suis allé pour Flight Simulator pour répondre à ta question parce que Flight Simulator, la dernière version, oui d'accord c'est une franchise vieille comme le jeu vidéo presque, mais le Flight Simulator cette année a réussi une prouesse technique absolument incroyable, où ils ont donc développé une technologie pour faire en sorte d'être capable de survoler n'importe quel point de la planète à l'échelle 1-1.
tu peux survoler ta maison, tu peux survoler n'importe quel endroit du globe parce que, pas rentrer dans les détails, mais en gros, une partie du contenu est streamée à partir des serveurs. C'est-à-dire ils ont vraiment réussi à faire fonctionner diverses technologies ensemble pour arriver à ce résultat-là. Et juste pour ça, c'est absolument incroyable et c'est pour ça que je suis allé pour Flight Simulator. Je connais, j'ai pas joué aux autres jeux, mais j'en ai entendu dire beaucoup de bien. Effectivement, je sais que c'est des très bons jeux. J'y suis juste allé pour Flight Simulator pour cette raison-là et un tout petit peu parce que Asobo Studio, qui était activement au développement, est un studio français et que je suis chauvin. Voilà. Moi, je peux pas m'ostiner contre ça. Est-ce que Monsieur Marcoux, tu as quelque chose à... Non, j'aime ça l'appeler Monsieur Marcoux. J'aime ça. C'est tellement drôle. Moi aussi, j'aime ça quelque quand chose à ajouter là-dessus? Et une histoire d'amour, comment ça? En fait, un peu comme Alban disait, ce que Microsoft ont réussi de faire avec Flight Simulator, c'est rien de moins qu'en anglais, on appelle ça un technical marvel. Donc, d'être capable de faire ça à ce niveau-là, c'est incroyable. Et je pense aussi le lasting appeal. Microsoft Flight Simulator va être joué pour les prochains 5-6 ans facilement, ou jusqu'à temps qu'ils sortent une nouvelle version. T'sais. Donc, je pense que juste pour ça aussi, ça fait que c'est vraiment ce jeu qui ressort du lot là, pour un peu plus que n'importe quel autre. Là. Malheureusement, parce que Crusader Kings 3, effectivement, c'est très très drôle. J'ai joué aussi, puis c'est très très puissant, mais Simulator va l'emporter. D'ailleurs, j'ajouterais qu'il y a un très bon documentaire de NoClip sur le développement de Flight Simulator pour ceux qui sont curieux vraiment de la technologie derrière. C'est vraiment à voir. Oui. Ben, excellente conclusion. Merci. Je vais mettre ça dans les liens. On regarde les gagnants. Question de se faire une idée visuelle parce que dans le groupe, sur Twitch et Facebook, on a des gens visuels, des gens comme moi. Et voilà. Fait que ça, c'est la conclusion. Et je rappelle qu'on s'entend pour dire que Flight Simulator n'avait pas d'affaire là, puis il faudrait qu'éventuellement, il y ait une catégorie simulation. J'ai vu aussi Adès à côté de mon nom, en plus de la série. Moi, Adès, c'est là-dedans. Ouais, ben vous les gars, vous savez pas, c'est un super sim ou... Là, les gars, je vais être honnête avec vous autres. Là, c'est le bout où il y a encore le moyen de sauver le podcast. Il y a des gens qui ne voient pas, fait que fermez vos yeux. Non, c'est pas vrai, je niaise. On peut en rire absolument. Là. J'ai fait des erreurs. C'était le bon moment pour le soundboard, par exemple, passant. Là. Sans bien le faire, c'est le moment. Mais on peut se lancer dans la 7e catégorie Best Sports Racing. Jasmin, envoie-nous au visuel, s'il te plaît. Lui, c'est sûr qu'il n'y a pas de faute parce qu'il vient de Game Awards. Meilleur jeu concentré sur la... non, là, je passe sur la bonne affaire. Un instant. Il y en a une erreur, finalement. Pour le meilleur jeu de sport et de course traditionnelle et non traditionnelle. On a Dirt 5, on a F1 2020, on a NBA 2K21, on a FIFA 21 et on a Tony Hawk Pro Skater 1+2, le remake, bien sûr. Là, ici, c'est une catégorie un peu pas mal aimée, mais je sais que autour de la table, moins compris, on est un peu moins fan, moins connaisseur, mais moi, personnellement, je comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas voté pour Tony Hawk Pro Skater 1 puis 2. Puis juste pour relancer là-dessus, vas-y, c'est un animateur aucunement impliqué dans les choix de décision. Donc, étant donné, comme je vous ai dit, je défends le choix de Drop Ton Weep. Je vais commencer. C'est que moi, je suis allé un peu par élimination. Pour moi, Dirt 5, c'est comme vraiment l'intrus, il n'y a pas d'affaire là. FIFA, pourquoi je ne l'ai pas choisi, c'est que c'est trop un copy-paste d'année par année. Puis on a même vu cette année des reviewers qui ont juste copié-collé leur review de FIFA 2020 parce qu'ils étaient tannés qu'ils reproduisent la même chose. Pour moi, en plus, après ça, NBA, c'était une machine à monétisation qui était mal faite. Puis là, il y avait F1 que je considère quand même correct, mais je trouvais que Tony Hawk, ben là, je suis allé avec le cœur parce qu'on en a parlé quand on a fait un épisode sur la musique. Pour moi, le jeu complètement, puis je comprends là, que c'est une expérience sportive ou réelle ou non, mais c'est complètement de cœur. Là. Je suis complètement allé par un de mes jeux préférés quand j'étais plus jeune. Tony Hawk, c'est pas un simulateur? C'est pas réel? Non. Eh bien, y a-t-il quelqu'un qui veut défendre son point là-dessus? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont voté pour FIFA. Mais ils ont quand même mis une note rouge, fait qu'ils n'étaient pas nécessairement à l'aise de parler, mais je me demande si je les pousse en dessous de l'autobus ou pas. Je suis quand même curieux de savoir, Simon Forget, pourquoi tu as voté pour FIFA 21? Sois bien à l'aise de me dire, va chier, on n'en parle pas. Ah non, pas de problème, je ne vais pas t'envoyer chier tout de suite. En tant que Nord-Américain, on est dans notre chambre d'écho. T'sais, pour nous, certains jeux pognent beaucoup, des choses comme ça, puis je pense qu'on sous-estime l'ampleur, à quel point que c'est big
FIFA, puis t'as pas besoin d'être original, t'as pas besoin d'améliorer vraiment ton jeu pour que ça pogne comme ça se peut pas. C'est immense, FIFA. Ok. Puis si on quitte le marché nord-américain, puis même là je dis nord-américain, je dis surtout Canada, États-Unis, mais aussitôt que tu vas au Mexique, au Brésil ou l'Europe en général, c'est immense comme jeu. Ouais. Puis honnêtement, il suffit qu'un des juges soit pas nord-américain, puis ils vont presque tout de suite dire ah ben oui, FIFA, évidemment, c'est ce qu'il y a de best en matière de jeux d'e-sport. Je suis juste allé là-dessus. Je pense que c'est FIFA le plus gros, fait que c'est ça qui va gagner. Je suis allé juste de même. C'est une réponse très intelligente à un commentaire stupide de ma part juste avant. Puis je vais relancer Alban. Pourquoi F1 2020, selon toi? Honnêtement, bah, comme tu l'as dit, moi pareil, je suis vraiment pas un client de ces jeux-là. Je l'ai été il y a de nombreuses années, mais maintenant c'est vraiment plus ma cam. Mais j'y suis allé pour Fiat, pour F1, pardon, parce que les sim racing, les jeux de course de voiture et donc F1 au passage a eu un gros coup de boost avec la pandémie. Parce que pendant un temps, les grands prix ont été arrêtés et qu'ils se sont reportés sur les courses virtuelles et que le sim racing et donc aussi les courses de F1, c'est le seul jeu vidéo où, enfin, c'est le jeu qui est le plus proche de la discipline qu'il imite. Parce que les pilotes conduisent avec volant, pédalier, voire même ça tout le kit. Tu peux aller avec le siège baquet et compagnie. Et donc, certains joueurs qui se sont distingués sur des simulateurs ont pu avoir des contrats ensuite en tant que pilote d'essai pour des grandes écuries. Il y a vraiment une interaction très organique entre la réalité et le virtuel. Et donc, le sim racing a eu un gros coup de boost avec la pandémie. Et c'est juste pour ça que j'y suis allé à l'instinct. Mais je suis vraiment pas convaincu qu'ils vont gagner. Et je pense que oui, FIFA ou Tony Hawk's ont de très bonnes chances de prendre le World. Mais si je peux rajouter sur ton point, il y a même eu des gars de F1, du circuit de la F1 qui ont streamé sur Surtout, Twitch. oui. Le jeu, fait que ça a vraiment eu un intérêt grand dans ce temps-là. Puis dans le passé, moi, j'ai designé pour des gens qui font des rigs. Fait qu'il y a un crew rapporté à cette simulation-là très forte, comme Alban mentionnait. Et si on allait au visuel, juste pour conclure, Attends, Jasmin. Simon Marco. Simon, il a mis la catégorie Ok. Rouge, C'est puis il y avait la même affaire que toi. Fait que j'ai décidé T'es que mon boy, Monsieur Marco. Monsieur Marco. Voilà. Je vais te repogner dans la curve. Je m'excuse, c'était pas méchant. La 8e catégorie qui va pour le Best Mobile Game. Donc, les jeux dans cette catégorie-là, on a Among Us, on a Call of Duty Mobile, on a Genshin Impact, on a Legend of Runeterra et on a Pokémon Café Mix. Catégorie que j'ai pas senti nécessairement tout le monde voter à gauche à droite. Il y a encore 2 clans. Je vais commencer par le premier clan. Je vais commencer par Alban. Peux-tu me parler pourquoi tu as choisi Among Us? S'il te plaît. Là encore, le choix était difficile. Moi, ce qui me dérange dans les nominés, c'est que dans 4 nominés sur 5, ce sont juste des portages de jeux PC adaptés au mobile. Et je trouve ça un peu aberrant. Le problème, c'est que le dernier, Pokémon Café Mix, personnellement, j'en ai très peu, voire quasiment pas entendu parler. Donc, je me suis dit, il y a peu de chances qu'il l'emporte. Donc, j'ai regardé les 4 autres jeux. C'est des jeux qui ont fait le buzz. Call of, c'est Call of. Genshin Impact, ça a été un carton. Les jeux Runeterra, j'y crois pas trop parce que finalement, c'est resté très anecdotique. Et Among Us, ça a été un phénomène énorme. Comme c'est un jeu qui n'est pas sorti cette année, il est dans moins de catégories. Donc, je me suis dit, s'il prend un award, ça va être ici. Excellente réponse. Est-ce que M. Forger a quelque chose à rajouter? Ouais, mais Among Us, je pense que c'est le meilleur jeu 2018 de 2020. Je vais dire... je comprends... Tu pourrais arrêter ton commentaire là, hein? C'est parfait. Je comprends toujours pas pourquoi on donne des awards à des jeux qui sont sortis il y a des années, là, mais en tout cas, bon. Je vais dire, c'est simple. C'est un jeu qui a marqué l'histoire. Un peu avec Phasmophobia, ça a été un drôle de moment, là, septembre à novembre. La COVID a beaucoup aidé pour ça, là, mais je veux dire, c'est légendaire. C'est tellement immense qu'il y a des streamers qui, encore maintenant, streament du 12 heures par jour de Among Us tout le temps. Puis ils voudraient streamer autre chose, mais c'est une mine d'or. Comme, pourquoi est-ce qu'ils streameraient autre chose? Ils ont 5 fois plus d'audience, puis ça augmente en flèche tout le temps. C'est un phénomène. Puis moi, je travaille dans les écoles secondaires, puis crois-moi, là, entre 2 cours, là,
tous les jeunes, garçons et filles. Let's go, on se fait une petite game Among Us rapidement ensemble. Tout ça, là, c'est phénoménal comme jeu. Puis eux aussi, je serais même pas surpris qu'ils se fassent racheter genre, par Microsoft ou une affaire comme ça un jour. Là. Mais c'est phénoménal comme jeu, historique. Fait que il mérite un prix. Puis, à l'opposé, t'as l'autre clan, t'as Frank qui a voté pour Genshin Impact. Pourquoi? Puis, en fait, je te dis pourquoi, on a déjà parlé, fait que là, je le fais pour le show, là. Dans le fond, pourquoi moi j'ai choisi Genshin Impact? C'est justement pour son investissement. T'sais, oui, le jeu est sur PC, par contre, c'est un mobile first. Le jeu a été développé sur Unity, qui est la plus grosse plateforme de développement pour jeux mobiles. Il y a eu 100 millions d'investissements faits dessus. Puis pour moi, quand on parle de next-gen, tu sais, next-gen, c'est pas juste une question de graphique. Quand on parle de Genshin Impact, c'est cross-platform, cross-play, cross-progression. Puis je pense que c'est plus ce que ça représente le futur du gaming. C'est des jeux où le mobile n'est pas pensé comme une arrière-pensée, mais vraiment partie prenante de ton jeu. Fait que tu peux jouer quand tu t'en vas en métro, puis tu arrives chez vous, tu t'installes, tu peux jouer sur ton PC. Tu sais, la PS4 avait accès au jeu, mais elle parle pas à ton cell ni à ton PC, mais quand même, il y a cette réflexion-là qui, pour moi, justifie pourquoi Genshin Impact mérite ce prix-là. Et là, pour pas me faire taper sur les doigts par Frank, M. Marcoux, as-tu envie de parler de ça? Écoute, là-dessus, je pense que j'y étais plus avec le cœur, même si j'ai dit que je le ferais pas. J'ai eu plus de fun à jouer à Genshin Impact qu'à Among Us. Premièrement, moi, des jeux style loup-garou, ça me rend mal à l'aise complètement. Je sais pas pourquoi, je suis pas capable de jouer à ce jeu-là. Mais, et puis je pense aussi le nombre de personnes que je connais qui ont joué à Genshin Impact, qui ont aimé, et surtout qui jouent encore. Je connais beaucoup de personnes qui ont joué à Among Us, c'est le fun, c'est cool, mais à un moment donné, ils ont simplement arrêté de jouer. Mais je connais encore beaucoup de monde qui joue à tous les jours à Genshin Impact, puis qui ont vraiment beaucoup de fun. Donc, pour moi, c'était bon, je connais pas beaucoup ça, mais allons-y avec ce que je connais, et je connais Genshin Impact, donc voilà. Excellente réponse. J'irai au visuel des choix, mon cher Jasmin, s'il te plaît. Donc, tu sais, là, on commence... non, c'est pas vrai. Il y a encore du monde qui se sépare. C'est assez clair. Il y a encore des crews. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. On va se lancer dans la 9e catégorie, Best Action. Pour le meilleur jeu genre d'action centré principalement sur le combat. Et là, on tombe dans ma catégorie, j'ai hâte de vous écouter parler. Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Nioh 2 et Street of Rage 4. Là, on va débuter directement, je vais lancer directement la POC à Alban. J'aimerais ça que tu me parles de Doom Eternal right away. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que c'est le seul jeu. Là, tu parles à quelqu'un qui t'écoute. Là. Tu parles à quelqu'un genre qui va boire tes paroles. Ça va être parfait parce que je ne vais absolument rien dire sur Doom parce que c'est le seul jeu dans la catégorie auquel j'ai pas joué. Alors, déjà, j'aime bien dunker sur les Game Awards et je vais dire que Half-Life Alyx, je l'aurais certainement pas mis en jeu d'action. Mais bref, je rentrerai pas en détail. Et ce qui est intéressant à cette catégorie, c'est que chacun de ces jeux n'a vraiment rien à voir avec son voisin, vraiment. Ouais. Half-Life Alyx, c'est vraiment une percée dans le domaine de la VR. Hades, c'est un roguelike. Nioh 2, c'est un Soulsborne, pour faire grossièrement. Street of Rage, c'est un side-scroller à la Double Dragon, mode rétro gaming. Et donc Doom Eternal, c'est un FPS. Il n'y a pas deux jeux qui sont identiques en termes de type de jeu. Ils se retrouvent quand même dans la même catégorie. Bon. Et Alban, si je suis permets-moi de t'interrompre. Vas-y. Juste un instant, je m'excuse, je fais ça. C'est juste, mettons ils viennent meilleur jeu genre combat d'action centré principalement sur le combat. On s'entend qu'ils l'ont tout, right? C'est vraiment, si on voit avec la définition, c'est quelque chose qui est comme central dans tous les cas. Half-Life 2, Half-Life Alyx, c'est pas tant que ça centré sur le combat, honnêtement. Mais je comprends le point, mais là encore, voilà, on juxtapose des jeux qui n'ont rien à voir dans le gameplay. Mais oui, effectivement, je comprends, je dis juste que ça fait un peu étrange. Et donc, mon choix est allé pour Doom Eternal parce que déjà, s'il prend un award, à mon avis, ça sera là. Et que de ce que j'en ai vu, parce que comme je dis, c'est le seul que j'ai pas joué, malheureusement, son exécution sur ce point-là est absolument fantastique.
ils ont réussi encore à se détacher du précédent reboot de Doom qui était déjà très très bon. J'ai pas vraiment de points précis, mais oui, je pense que s'il y a une catégorie qu'il doit prendre, c'est celle-là. Bon point. Monsieur Marcoux. Oui. C'est fini, c'est monsieur. Je C'est vais pas rire à compliqué. chaque fois. là. Ah, je m'excuse. Monsieur. Mais pour moi, le fait que Doom a pu prendre on s'entend le FPS, là, c'est un style de jeu qui existe depuis des années, et quand même avoir quelque chose qui était nouveau, qui était intéressant, qui était impressionnant, je te dirais, là, pour tout le monde autour du jeu. Je pense que c'est quelque chose qui est super, vraiment... Tu vois pas ça faire souvent, là. Je veux dire, id Software ont fait vraiment quelque chose de fou avec la nouvelle série Doom, autant Doom, le remake, autant maintenant Doom Eternal. Puis surtout qu'ils continuent à l'updater aussi là, constamment. Là. Il y a des nouvelles patchs, des nouvelles updates à tous les jours. Je pense qu'ils ont annoncé là, la prochaine expansion il y a une couple de mois, une couple de semaines. Donc, pour moi, c'est vraiment le stand-out là-dedans. Un, parce que je suis un gars de shooter, donc c'est sûr pour moi, Doom Eternal, c'est quelque chose qui est en premier. Et parce que justement, Doom, id sont capables de faire quelque chose de super intéressant avec un concept vieux comme l'univers. Pour moi, je trouve ça vraiment cool. Excellent. Là, on en parle depuis le début. Monsieur Forget, tu as une phrase pour me dire pourquoi Hades. Je vais mettre ça plus compliqué pour toi. Tu as une phrase pour me dire pourquoi Hades, parce qu'on en parle depuis le début, puis c'est comme déjà écrit dans le ciel selon toi, puis je respecte ça à 100%. Je te mets au défi, dans le fond. Là. Non seulement ça sera Je vais faire une longue phrase avec bien des virgules. Là. Non seulement ça sera une phrase, mais ça sera une question même. OK. Je pense que ce sera Hades. Oui. Pourquoi? Mais voici ma phrase. Qui n'aime pas une belle histoire de underdog? C'est doux. OK. C'est une excellente réponse. Bon take. Bon take. Et on finit avec une opinion un peu à part. Puis en Ouais. plus, ça va comme miroiter. En fait, miroiter, être le contraire de ce que Alban a dit. Pourquoi Ouais. toi, Half-Life Alyx remporte la Palme d'Or? J'ai mis Half-Life Alyx, mais justement, Albert a raison, il ne devrait pas être dans cette catégorie-là. Par contre, il l'est. Donc, je l'ai mis. Pour moi, je pense que ce jeu-là n'a pas eu un love du mainstream parce qu'il n'y a pas. Le VR n'est pas adopté par tout le monde. Par contre, je trouve, tu sais, Valve font plus de jeux tant que. Puis j'avais vu des entrevues avec pas mal de gens de Valve, disaient que pour eux, Half-Life 3, pourquoi que ça n'a jamais été publié, c'est que le jeu n'amenait rien de nouveau. À chaque fois que tu avais. Technologiquement. Ouais, technologiquement. Fait à chaque fois que tu avais un nouveau Half-Life, tu avais quelque chose de nouveau dans le gaming qui n'existait pas. Puis je trouve que Half-Life Alyx sont allés là. Il n'y a pas un jeu de VR qui est proche de sentir la qualité et l'exécution de ce jeu-là. Non, purement, c'est pas un jeu d'action, c'est probablement plus un jeu d'aventure. Mais pour sa qualité, pour l'exécution, pour moi, il fallait l'avoir à quelque part. Puis s'il y avait une place pour gagner son prix, ça va être dans cette catégorie-là. C'est ce qui conclut Best Action. Si je peux, on ira aux vidéos. Oui. Ben, vas-y, je t'écoute. Juste faire un mini shout-out dans le fond, parce qu'ils vont clairement pas gagner, là, mais Streets of Rage 4, un petit shout-out à Guard Crush Games, qui est à Montréal. Il y a un peu de Montréal, il y a un peu du Québec dans Streets of Rage, je voulais juste le dire, un petit shout-out. Et un peu de la France excellent aussi. Jeu, ouais. Et beaucoup de la France même. Ben, dès que tu as un jeu au Québec, tu as des Français dans le studio. Là. Puis je vais juste renchérir en disant, ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir. J'ai rarement vu des animations aussi fluides. T'sais, ils ont un petit côté un peu 2D, mais on the edge, là, c'est magnifique à quel point c'est fluide. L'inspiration des personnages, puis les combats, là, c'est vraiment beau à voir pour leur style. Fait qu'il a retrouvé sa place dans notre podcast, juste le temps de lui dire qu'il était beau et fin. On peut se lancer dans la catégorie 10, Best Action Adventure, pour le meilleur jeu d'action aventure combinant combat. Puis là, ils ont marqué Traversal, je veux dire transport, et résolution de puzzle. Encore une fois, merci Google Translate. Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales, Ori the Will and the Wisp, Star Wars Jedi Fallen Order, The Last of Us Part 2. Là, dans ce cas-là, on a comme il y a 3 personnes qui ont voté pour un jeu, puis il y a une personne qui est à part, puis je vais commencer par cette personne-là. J'aimerais ça, Alban, pourquoi tu as pris Spider-Man Miles Morales dans cette catégorie-là? Pars le bal.
Pour moi, ça a vraiment été un casse-tête, celle-là de catégorie. J'y suis allé un peu par élimination jusqu'à me retrouver avec, comme vous, le choix entre Last of Us et Spider-Man. Je pense que, je pense malgré tout que c'est un très mauvais choix de ma part, je le reconnais. Parce, parce que le gros souci de Miles Morales, c'est que ça sent trop le DLC de luxe, j'ai envie de dire. Ça reste un très bon jeu, mais ça reste un jeu assez court, vendu assez cher et qui reprend énormément de contenu du Spider-Man de base. Euh, mais malgré tout, en termes de qualité de gameplay, il se pose là. Et c'est pour ça que je le mets au-dessus, sur l'aspect action-aventure, je le mets au-dessus de The Last of Us. Moi, toutes tes raisons étaient valables. Je trouve ça intéressant comment tu as apporté. Je l'avais jamais vu de même comment ça peut être un DLC de luxe. C'est pas faux, mais la qualité est tellement là que c'est legit. Et de l'autre côté, on a le clan de The Last of Us Part 2. Y a-t-il quelqu'un en particulier qui veut se lancer sur celui-là? Je ne sais pas à qui le donner, celui-là. Levez la main. Ah, mais je vais faire Parce ça qu'on vite, en parle depuis le début. Un des Vas-y. messieurs. Vas-y, monsieur Je vais Forget. le faire vite, là. Essentiellement, je veux dire, moi je pense qu'il va y avoir deux grands gagnants. C'est comme des studios qui vont presque tout ramasser. Puis ça va être Last of Us 2 et Hades. Puis dans cette catégorie-là, ça va être Last of Us Part 2. Et c'est tous des bons jeux, mais c'est indéniable la qualité de production qu'est Last of Us Part 2. Puis c'est ça que je pense que c'est eux qui vont gagner. Est-ce que Simon M aurait quelque chose à ajouter ou encore là, peut-être Frank? Simon? Ben, je te dirais, tu sais, j'ai joué à la moitié des jeux dans cette catégorie-là et pour moi, c'est pas des Best Action, Best Adventure, pour sûr. Donc, il reste Spider-Man et Ori. Encore là, Spider-Man, c'est un DLC, même chose qu'Alban, c'est un DLC extra crédit. Et comme Simon dit, Last of Us 2 va tout ramasser, puis je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est le seul, moi je trouve, dans cette catégorie qui fait du sens en termes de grand gagnant. Donc, c'est là que ça va. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus, mon Frank? Non, mais Jasmin, à l'oreille, nous glissait Oui. quand même une excellente question. Pourquoi on n'a pas voté Assassin's Creed ou Ghost of Tsushima? Honnêtement, comme tous les gars ont dit, Alban soulignait vraiment bien que l'exécution de Spider-Man est excellente dans son gameplay et dans l'aventure. Tandis que je pense que tu peux pas voter contre The Last of Us. C'est vraiment un choix cœur-tête. Puis The Last of Us est tellement favori que je pense que c'est vraiment pour ça que tous les trois on a voté pour ce jeu-là. C'est sûr que la majorité, à moins d'une grosse. Qu'on se trompe et qu'on soit dans le champ gauche, si tu veux faire un safe bet, là, si mettons tu avais ta maison, là, si tu avais ta maison à parier, tu t'allègues de The Last of Us Part 2. OK. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, j'ai envie de dire, je reprends mon point de tantôt, qui est le jeu qui va aller innover. Pour répondre à la question directe de Jasmin, Ghost of Tsushima est très bien dans son exécution, très bien conduit, mais il réinvente rien, il innove pas énormément. Valhalla, c'est Assassin's Creed avec une moustache d'une couleur différente, honnêtement. Et c'est un peu là-dessus aussi que je suis assez d'accord pour The Last of Us. Excellent. Est-ce qu'on peut aller au visuel des choix? Jasmin, question de closer la 10e catégorie. Donc, quand même, The Last of Us prend une grosse partie Puis on a Spider-Man, Miles Morales qui a fait son point. J'ai trouvé ça intéressant, Alban. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. On va se lancer dans la catégorie 11, Best Role... Oui. Oh, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, tu t'as dit à Alban, tu t'attendais pas à ce qu'Alban choisisse ça. Moi, j'ai dit non, lui non plus, il s'attendait pas à ce qu'il choisisse ça. Commentaire pertinent. Je suis d'accord avec vous. Non. On va sauter à la catégorie 11, Best Role Playing Game. Pour le meilleur jeu conçu avec une personnalisation et une progression de personnages, incluant l'expérience multijoueur de façon massive. On a Final Fantasy 7, on a Genshin Impact, on a Persona 5 Royal, on a Wasteland 3 et on a Yakuza Like a Dragon. Là, tout le monde a voté pour quelque chose et il y a comme un sore thumb qui pop, puis c'est lui, je vais aller direct avant. Frank, pourquoi tu as voté pour Persona 5? Puis je vais juste, avant de te laisser parler, je vais dire, je comprends pas pourquoi. Moi, je te trouve legit. Il y a 3 gars qui ont voté pour un jeu qui a déjà eu du succès en 97,
Puis là, soudainement, ils veulent le ramener en 2020. Fait que pour ma part, Persona 5 a plus de sens. Explique-moi pourquoi. Ouais, mais avant, je vais y aller à la défense d'FF7, qui était mon deuxième choix, je vais être honnête. Puis, tu sais, on va s'entendre, Persona 5 Royal, c'est clairement un personnage d'ajouter puis un autre tableau. Il y a pas... Il y a beaucoup moins transformé qu'FF7, qui a 10 heures de jeu transformé en comme plus que 40 heures et encore plus si tu fais les side quests. Mais pour moi, Persona 5 Royal, pourquoi je l'ai voté, c'est qu'en tant que RPG, dans les dernières années, il n'y en a pas un. Honnêtement, là, pour moi, c'est une des expériences que j'ai retrouvées dans les JRPG que je n'avais pas depuis tellement longtemps. Je trouve que visuellement, il se démarque, musicalement, il se démarque. Au niveau du story, si on revient dans l'époque justement des FF7, des Chrono Trigger, puis de tous ces jeux-là, de Secret of Mana, je trouve que c'est lui qui a le mieux transposé ce sentiment de JRPG que j'ai pu retrouver avant. Fait que pour moi, c'était Persona 5 Royal. Une question de cœur. Ouais. Mais qui n'en est pas moindre. Puis là, je vais lancer la POC au groupe de Final Fantasy Z. Je vous attends, les gars. Qui votent pour un jeu qui a déjà tout pété en 97 puis qu'on a copy-paste. Là, je sais pas de quoi je parle. Je m'attends à me faire ramasser. Alba, vas-y. Shoot. Ouais, alors moi je tiens avant ça à t'acclamer pour ton courage et le vote de Persona 5. Je suis un immense fan de Persona 5, mais ça reste, comme tu l'as dit, une version à peine améliorée. Et ça qui est le plus triste avec Persona, c'est que Atlus, putain, c'est... je vais pas me lancer là-dedans, mais Atlus ont des méthodes commerciales qui sont un peu à vomir. Bref, FF7, 100%. Ça, honnêtement, le concept la manière qu'ils ont eu de reprendre les mécaniques de combat et de les moderniser et de faire ce mélange est absolument admirable. En plus d'une exécution et d'une direction vraiment incroyable. Ils ont tout retapé du sol au plafond. Et il y a des atouts incroyables dans FF7 et auxquels les jeux qui sont à côté sont quasiment ridicules. Genshin Impact est là parce qu'il était free-to-play et qu'il a fait un carton, mais ce jeu aurait été payant, personne n'en aurait parlé. En tout cas, c'était ce que j'en pense. Wasteland 3, j'avoue, je le connais mal, c'est un peu le Dark Horse pour moi, mais si je le connais mal aussi, c'est parce qu'il n'a pas eu la résonance qu'a eu FF7. Yakuza est un excellent jeu, la franchise Yakuza est extraordinaire. Mais ça commence petit à petit à se démocratiser, mais ça reste relativement niche. FF7, ça a touché tellement de monde, les anciennes générations comme les nouvelles, que moi je pense que ça balaye de très très loin les autres jeux qui sont face à lui. Wow, je speechless. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Peut-être M. Forget ou M. Marcoux? Parce que vous avez voté pour ça. Je vais te remettre à ta place. Oui, c'était pour dire que Yes! Calme-toi, là. Je veux dire, Persona 5, c'est sorti en 2016. Ils en rajoutent un personnage, puis t'es comme, ouais, intéressant. Final Fantasy 7, ils refont le jeu de fond en comble, ils refont la musique, les personnages, l'histoire, ils la changent complètement. Comme... C'est que tout est complètement différent, pis t'es comme, oh, c'est juste un copy-paste, là. Non, on se calme. Ils ont fait que l'intro en plus. Surtout que je remets mais surtout que je remets énormément de choix qu'ils ont fait pour FF7. Je trouve que surtout la fin du jeu, je pense, en tout cas, je pourrais en parler vraiment longtemps. Je trouve que c'est pas si génial que ça, ce qu'ils ont essayé de faire avec le jeu. À vrai dire, ils me font plus peur, parce que clairement, ils veulent faire le FF7 verse, ils veulent jouer là-dedans, là. Ça me fait bien peur parce qu'ils savent plus comment faire des bons Final Fantasy depuis FF9. Mais en tout cas, ça reste quand même que je veux dire. Hot take. Ben, désolé. C'est sorti à un moment parfait. Excuse-toi pas. C'est sorti en plein début de pandémie. C'est un des jeux les plus hypés qu'il y a eu, puis tout ça. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'il faut. Ce serait presque une insulte au public, dans le fond, de dire ouais, c'est pas FF7 finalement, c'est Genshin Impact qui est comme. C'est comme. Eh non, Genshin Impact, c'est cute, mais non. Persona 5, c'est juste un mini remaster / expansion. Wasteland 3, fantastique comme jeu. Génial, mais trop petit, comme Alban dit. Puis c'est ça, Yakuza aussi, trop petit. Fait que c'est sûr, c'est FF7 qui va gagner. Monsieur Marcoux, vous diriez quoi à propos de ça? FF7 me dire doit non, gagner mais quelque sans toi à chose.
Non. FF7 doit gagner quelque chose. Je pense que c'est dans cette catégorie qu'il va gagner son prix. Partout ailleurs où il est nominé, je pense qu'il y a des jeux qui sont supérieurs à lui. Par contre, dans la catégorie Best Role Playing Game, c'est clairement pour moi le jeu qui s'est élevé au-dessus de toutes les autres. Donc, pour moi, c'est Final Fantasy VII Remake qui va gagner dans cette catégorie-là. Excellent. On peut aller juste au recap visuel. Puis je vais en profiter pour vous dire, messieurs, tu sais, la phrase que je viens de dire, là, pour qui vous a triggered, avec raison, je l'ai dit à Frank quand le jeu est sorti, puis il m'a donné une sale éducation. J'étais triggered aussi. Là. Parce que moi, je le sentais, j'étais comme, voyons, Chris, si j'ai joué à ça au PlayStation 1, pourquoi ça gagne 20 ans plus tard, un peu ignorant et sans savoir? Et sachez que Frank a fait ses devoirs envers moi, mais je trouvais que c'était une bonne question pour brasser de la merde parce qu'on parle à du monde un peu comme moi, en général, dans le podcast. Fait que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ton take pour éduquer des gens. Et on va se lancer dans la catégorie 12, Best Multiplayer, si vous ne voyez pas de problème avec ça. Pour un gameplay et une conception multijoueur en ligne exceptionnelle, incluant coop et masse multijoueur. On a Animal Crossing, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guy et Valorant. Puis là, avant de commencer à passer la POC à quelqu'un, là, je me ferai pas d'amis. Je viens déjà de passer pour un cave encore là, Final Fantasy VII. Mais là, vous allez m'expliquer pourquoi il y a des gens qui ont voté pour Fall Guy. C'est un jeu qui a 6 contrôles. Flèche en haut, flèche en bas, flèche à gauche, flèche à droite, grab, puis saute. Fait que là, Albert ou Simon Marcoux... Non, mais il y a quelque chose de plus en arrière. Fait que, Albert, explique-moi. Tu relis des fils, tu sais. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je vais faire une analogie, c'est que pour répondre directement à ce que tu viens de nous dire, c'est pas le sport le plus compliqué qui est le plus populaire. Il n'y a rien de plus simple que le football ou le soccer. Et pourtant, c'est universel dans le monde parce que c'est accessible. Et c'est ça la clé de Fall Guys, c'est accessible. Moi, mon sport préféré, c'est le rugby. Mais putain que c'est de la marde, les règles du rugby. Et Fall Guys, c'est ultra accessible. Alors après, il y a toute l'enveloppe qu'il y a autour. La gestion de communauté a été excellente. Il y a cet aspect d'une nouvelle itération finalement sur le concept du Battle Royale qu'ils sont allés chercher, qui est très fun. Et c'est un jeu clairement fait pour le stream sous bien des aspects. Ouais. Et c'est ça qui l'a transformé en un buzz avant Among Us, en fait. Moi, mon choix honnêtement, ça a été très dur à voter là-dedans encore parce que j'y suis allé un petit peu par élimination. Animal Crossing n'a rien à faire là. Je peux laisser la main à Simon qui en parlera bien mieux que moi. C'est absurde qu'il soit là. Je pense aussi que Fall Guys, s'il doit prendre un award, ça va être celui-là. Parce que c'est vraiment cet aspect-là qui est très très fort dans le jeu-là. Warzone, c'est très bon, mais c'est dur à comparer. Valorant, ils ont fait un très bon boulot. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures. J'ai fait la critique pour RDS et vous saurez un petit peu mieux ce que j'ai dans la tête. Mais je pense que Fall Guys doit prendre cet award pour ces raisons-là. Puis est-ce que Simon M a quelque chose à rajouter là-dessus? Parce que toi aussi, tu as fait cette sélection-là. Ouais, en fait, si je peux me permettre de parler un petit peu d'Animal Crossing, excusez mon français, mais what the fuck? Je veux dire, ça n'a aucun rapport d'être là. C'est probablement le jeu le plus compliqué de jouer en multiplayer de l'histoire des jeux vidéo. J'exagère, bien sûr, là, mais c'est tellement complexe essayer de jouer avec des amis à Animal Crossing que ça n'a aucune raison d'être dans cette catégorie-là. Ça n'a pas rapport. Et un peu comme Alban l'apportait, le succès pour moi de Fall Guys réside dans sa simplicité. C'est simple, c'est facile. Non seulement c'est facile à jouer, mais c'est facile à regarder. Tu peux facilement comprendre absolument pas ce qui se passe. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Puis tu vas comprendre qu'il y a la petite bine, il faut qu'elle se rende au bout. Ben, il n'y a pas de... Tu sais, c'est autant les autres là-dedans, là, dans le Universal Appeal, je trouve que Fall Guys, c'est celui qui est le plus simple et le plus approachable. Et qui, je pense, au final, a eu le plus d'impact au niveau là, des jeux vidéo dans le multiplayer. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était Fall Guys. Moi, la phrase « la petite bine, faut qu'elle se rende jusqu'au bout »,
Pourquoi ça vient me chercher? Je sais pas pourquoi. Mais bref, les gars, vous avez des bons points, auxquels j'ai pas pensé. Je vais lancer, il y a quand même Simon Forget qui a voté pour Among Us, puis tu as Frank qui est avec Call of Duty Warzone, mais je vais y aller avec Simon en premier, puis je vais laisser Frank closer cette catégorie-là. Simon, pardon. Oui, mais attends, on m'informe que... c'est pas ça t'as voté. Non, on m'informe que Fall Guys a changé leur slogan pour la petite bine que tu dois emmener jusqu'au bout. Alors, shout out. Et c'est tout, je voulais juste dire ça. Et parlant justement de réseaux sociaux et d'Among Us, mais je voudrais aussi faire un shout out à Victoria Tran qui travaillé pendant longtemps pour un studio montréalais aussi, qui s'occupe d'Among Us. Et encore une fois, Among Us, c'est facile, c'est historique comme popularité en tant que jeu multiplayer. Alors, selon moi, c'est sûr qu'ils vont gagner. Je devrais quand même dire aussi sinon mon deuxième choix, ça aurait été Fall Guys aussi. Un des jeux qui marchait le plus, bizarrement, sur Twitch avant l'arrivée de Fall Guys, c'était le simulateur de petites boules qui tombent, là, comment ça, je peux pas croire que j'ai oublié le nom. Marbles on stream. Okay. Et c'est bizarre à dire, mais c'est un peu la même affaire. C'est que tu vois ton nom parmi tout plein de bonhommes, puis d'une façon un peu comique, dans un parcours un peu stupide, t'espères gagner. C'est tellement accessible, ça marche bien. Puis oubliez votre statut d'adulte, là. Pensez aux jeunes de 12 ans, là, comme qui arrivent sur sa Xbox, puis que le jeu est gratuit pendant un mois, puis il est comme cool. Ça pogne, là. C'est gros, ça, là. Faut penser aussi aux jeunes quand on pense aux jeux. C'est ça. T'as raison. C'est excellent bon point. jeu, mais pour vrai, Among Us, je veux dire, c'est pas battable selon moi. OK. Puis je vais laisser Frank closer avec Warzone. Ouais, ben, pour moi, Fall Guys, ça a trop été un feu de Bengale pour avoir mon vote. Ça a brillé de 1000 feux, mais ça s'est éteint aussi rapidement que c'est né. Among Us, c'était mon deuxième choix, justement, parce que c'était accessible et c'était facile. Mais pourquoi j'ai voté pour Warzone, c'est la qualité de son exécution. Je suis allé un peu sur un safe-ish bet, même si probablement Among Us va gagner, mais c'est tellement une grosse franchise, ça a tellement été adopté. Je pense que c'était de casual à comme gamer intense, mais qui avait un attrait pour tout ce qui était Call of Duty. Tu vas y jouer, puis c'était tellement une grosse communauté, puis c'est tellement devenu... leur dernière franchise qui est Cold War même, a pas tellement marché, je pense, parce que justement, Warzone était trop fort. Ils sont comme... Il y a comme du cannibalisme. Ouais, 100%. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu mon vote. J'ai juste dit cannibalisme parce que ça avait l'air intelligent puis je voulais t'aider Non, parce mais que t'as drop ton oui. Bon. C'est ce qui conclut un peu... Oui. Le cannibalisme est vraiment un terme utilisé en économie puis en production de jeux puis des choses comme ça. Là, tu peux cannibaliser ta production. C'est ça qu'ils font, ouais. C'est tout. Je voulais dire. Je voulais juste dire que ton terme est... Merci. Chris, je mets ça dans mon CV. Simon Forget soutient un de mes calls dans mon podcast. On va aller au visuel final. Mais il supporte pas mon call sur Final Fantasy, par exemple. Mais quand même. Avec raison. Hey, sérieux, quand j'avais préparé le show, j'étais sûr que je vous ramassais avec Fall Guys et vous avez donné des excellents points. Chapeau. En même temps, c'est pas difficile de me battre, là, mais c'était bien articulé pour ça. On peut se lancer dans la prochaine catégorie qui est Best Game Direction, prix pour une vision créative et une innovation exceptionnelle dans la direction et la conception du jeu. On a Final Fantasy VII Remake, on a Ghost of Tsushima, et on a Hades, Half-Life Alyx, ainsi que The Last of Us Part 2. Là, je suis d'accord à 100%. Moi, mon vote, puis là, il n'est pas important parce que je suis l'animateur, il aurait été directement dans la direction de Alban. J'aurais été avec The Last of Us 2, puis c'est toi que je veux qu'il ouvre le bal sur celui-là, avant qu'on aille pour les autres. Alors je vais pas répéter tout ce qu'on a dit déjà sur The Last of Us 2, mais j'avoue que cette catégorie-là aussi a été vraiment difficile parce que sur l'aspect Game Direction, Half-Life Alyx a beaucoup de choses à dire. FF7 aussi, Hades, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Ghost of Tsushima, je le connais un petit peu moins bien, mais je sais que c'est très bien réussi pour ce qu'il fait. Mais voilà, le raz-de-marée The Last of Us va aussi sévir sur cette catégorie-là, selon moi, et c'est pour ça que je suis allé vers ce choix-là. Mais mon choix de cœur aurait été horriblement difficile entre Hades et Half-Life Alyx. OK.
Bon point. Puis là, Ghost of Tsushima, là, on le nomme une couple de fois depuis le début, mais il a été carrément snobé. Personne n'a voté pour lui. Puis là, dans cette catégorie-là, il a été voté. Puis j'aimerais ça que M. Marcoux m'explique pourquoi là, on le snob depuis le début du show. Puis là, soudainement, il pop à Game Direction. Tu vois, la raison pourquoi il va gagner, je pense que c'est surtout pour le art direction et pour visuellement, je trouve, ce qu'il avait à offrir. Côté game direction, en termes de game design et en termes de nouvelles choses, absolument pas. Je veux dire, il n'y a rien réinventé sur les jeux open world, mais je l'ai joué personnellement et je l'ai reviewé et j'ai trouvé que il y avait quelque chose au côté visuel et au côté de la narration de l'histoire et du monde et le world building. Je trouvais qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui l'ont fait bien comme lui le fait. Le pacing était vraiment, vraiment, vraiment bien, justement à cause du travel que tu avais à faire dans le monde. Et aussi, juste le fait que tu as le mode Kurosawa que tu peux activer et jouer le jeu 100% en noir et blanc avec les petits grains en mode Kurosawa. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fou. Donc, pour moi, je te dirais quasiment plus art direction que game direction. Mais je trouve que je veux pas que Ghost soit snobé au Game Awards et je pense que c'est là qu'il a la meilleure chance de l'emporter. T'as-tu quelque chose à rajouter? Exactement les mêmes raisons qui ont motivé mon choix. Justement par son art, puis visuellement le jeu apportait vraiment quelque chose de différent, si je peux. T'sais, les autres sont tous beaux, là, don't get me wrong, mais je trouve que Tsushima, c'était vraiment ça qui le démarquait des autres. Puis c'est exactement pour ça qu'il avait mis mon choix. Puis là, on va finir, puis je vais frapper sur le clou. Là. Simon Forget, pourquoi t'as pris Final Fantasy VII? Tu sais, le jeu qui ont copié-collé de 97. Ouais. Non, mais je respecte ton choix. Là. Non, le pire, c'est que là, je dirais que t'as pas tort. C'est comme, effectivement, ils ont repris essentiellement quelque chose de 97. Puis, je veux dire, suffit que les juges aient joué à FF7 quand il est sorti. Puis, je pense que ça peut affecter énormément leur choix parce que c'est toute une montagne émotionnelle. Ça vient te chercher le jeu. Puis, côté direction artistique, le jeu est beau, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont plus beaux. Mais Game Direction, c'est très, très, très vaste. Fait que je pense plus c'est comment on a joué avec les idées, comment elles te sont apportées, comment les choses te sont présentées également dans le jeu. Puis FF7, il n'y a pas, à part les moments comme le personnage de Roche, pour ceux qui ont joué, que c'est comme what the fuck, là, mais en dehors de ça, là, ça vient te chercher tout le temps. Ça vient chercher ton côté émotionnel. Puis, je veux dire, autant que Last of Us 2 est génial, c'est venu, FF7 Remake est venu plus me chercher que n'importe quel des autres jeux qui sont là. Alors, je pense qu'ils ont pas mal de chance, FF7. Je continue à penser que ça devrait être Hades qui gagne parce que c'est clairement le meilleur jeu de l'année, mais je pense à être FF7 qui va être choisi par les juges. Ben, ce point-là, la nostalgie, quand tu l'expliques comme ça, je peux comprendre. Il y a des trucs qui me font vivre des affaires qui datent de vraiment plus longtemps. J'aime ton idée où est-ce que les juges, s'ils ont joué à FF7 en 97, puis là, ils revoient ça, ça peut biaiser le choix, pas de façon péjorative, mais ça peut avoir un impact. Excellent point. Et si on parle au visuel de nos votes, Jasmin, s'il te plaît, pour une fois, encore une fois, il y a quand même du monde. Comment ça? T'as pas voté pour Final Fantasy? C'est quoi cette affaire-là? C'est moi. Beau copier-coller, Charles. Merci. Non. Hey, mes votes, j'ai eu Hades dans la simulation. Ah, mais c'est parce qu'Hades, c'est ça que t'aimais. Mais au moins, ça va être cocasse, ça va être dans notre recap. J'ai l'air d'un cave, c'est à ça que je sers. Mais on achève. Il reste 2 catégories, mais j'ai vraiment du fun à vous écouter, les boys. Au moins, vos choix sont pas bâclés, les gars. Ouais, je vais juste maganer ses choix à lui, which is fine. La prochaine catégorie, c'est Most Anticipated Game. Jasmin, tu peux m'envoyer le visuel. On a Elden Ring. On a God of War Sequel, on a Halo Infinite, on a Horizon Forbidden West, on a Resident Evil Village et on a Breath of the Wild Sequel. Là, il y a pas mal tout le monde qui est allé dans un camp, puis il y a quelqu'un qui est comme sorti out of nowhere. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi, puis je comprends pas, Chris, pourquoi personne capote sur Halo. Mais on va se lancer tout de suite avec M. Marcoux. Pourquoi Elden Ring, pour toi, selon toi, vas-y, dis-le que devrait plus anticiper à ces jeux-là. Ouais. Ben,
C'est mes jeux préférés. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon tatou de Bloodborne. Donc, je suis très, très, très fan de la série. Donc, encore une fois, c'est un choix de cœur. Ça fait 2 ans maintenant qu'ils l'ont annoncé, qu'on n'a pas eu de nouvelles, qu'on ne sait pas ce qui se passe, qu'on sait pas... On n'a aucune idée. On ne sait même pas quand est-ce que ça va être annoncé encore. Donc, pour moi, Elden Ring, je pense... Si Sekiro a gagné l'année dernière... Moi, je me dis que Elden Ring a une chance de gagner cette année pour Most Anticipated Game. Donc, pour moi, c'est ça ma logique. Elle est sûrement vraiment pas bonne. Probablement que ça fait aucun sens. Et je suis convaincu que Breath of the Mais Wild le 2 cœur, va c'est gagner. important. Je le sais. Et j'ai dit au début que j'allais pas y aller avec le cœur, sauf pour Elden Ring. Miyazaki, bordel, t'es où? Donne-nous de l'info! Je respecte ça. Le monde passionné, ça fait tout son sens. Là, on a l'autre clan. Puis je vais commencer par toi, Frank. Parce que les autres ont quelque chose à dire, c'est sûr, mais j'ai envie de faire une passe à Frank parce que c'est mon chum depuis genre bientôt 19 ans, puis il me parle, puis il me casse les oreilles avec ça. Pourquoi t'attends Breath of the Wild, la sequel de Nintendo? Attends, je vais commencer par Halo Infinite. Pourquoi? Parce que tu poses la question. Pourquoi vous n'avez pas voté pour Halo Infinite? De un, le jeu, ça paraissait qu'il a été rushé. Halo est plus ce qu'il était. Pour moi, Halo n'est plus du tout... on a justement les Soulsborne avec Elden Ring. Les gens sont hypés pour ça. Je trouve que God of War est rendu à une franchise, pas pour les gens d'Xbox, mais God of War a tellement poussé ce qu'il y avait. Fait que même là, pour moi, ça serait mieux, mais Breath of the Wild, Zelda... Peux-tu faire un hint dans ton affaire? Vas-y. C'est juste qu'ils ont sorti des screenshots aujourd'hui, puis moi, je capote. Ils ont sorti de nouveaux screenshots, puis la preuve que le peer pressure sur l'Internet, ça fonctionne. C'est 4 photos de menu, là. 4 photos de menu avec une modélisation, puis genre 2 photos de gameplay, là. Je m'excite pas trop. Mais pourquoi Breath of the Wild? C'est que Zelda est à la base d'une franchise tellement grosse, puis tellement mainstream, que pour moi, c'était comme un no-brainer. Puis je vais laisser les gars un peu plus se développer là-dessus, mais Breath of the Wild, pour moi, est un choix facile parce que Nintendo... et dans l'imaginaire de tellement de gens, puis je trouve que Zelda a tellement eu un bon impact parce qu'ils sont arrivés avec un nouveau style de gameplay que tu as vu être adapté avec Phoenix Immortal, tu as vu avec Genshin Impact, qui est des pratiques qui a beaucoup d'inspiration, mettons. Là. D'ailleurs, on avait des gens dans notre Twitch qui disaient « Est-ce que Nintendo va sous Genshin Impact? » Ben, c'est ça, mais pareil. Puis ils ont fait le 2 parce qu'il y avait tellement de contenu. Ça m'a pensé un peu à Majora's Mask versus Ocarina of Time. Il y a tellement de contenu, puis les gens sont tellement créatifs là-dessus qui en sortent un tout de suite parce qu'il y en avait assez. Fait que c'est pour ça qu'ils ont... Puis, mettons, je fais une passe à la palette à M. Forget, Simon F. Ouais. Mais pour ce qui est de la poursuite, pour commencer, je veux dire, bonne chance si tu veux poursuivre un jeu fait en Chine. Mais en dehors de ça... Mais c'est con, mais c'est vrai. Là, Absolument. Moi, je pense puis le pire, c'est que je vais même pas avec mon cœur, parce que Breath of the Wild, si je vais avec le premier, c'est un très bon jeu, mais moi, je pense que ça a été... je pense que le monde l'a beaucoup trop encensé. C'est très bon, mais c'est pas si génial que ça, selon moi, mais c'est vraiment dans mes goûts personnels. Je sais que tout le monde l'adore, puis c'est leur jeu de leur vie, puis tout ça, ok, là? Mais moi, je trouve ça pas si génial que ça, mais ça reste quand même que les gens ont un intérêt majeur là-dessus. Fait que c'est sûr et certain que la suite, le monde va... Il y a énormément d'attentes. Fait que c'est presque... Juste pour ça, je suis presque sûr que c'est lui qui va gagner. Je vais ajouter aussi le petit côté politique là-dedans, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Au Game Awards, Nintendo a presque aucune présence dans tout le reste. À part quelques jeux qui sont aussi sur la Switch, puis tu sais, qui roulent avec 20 FPS, là. Fait que, tu sais, il faut... Ouch! J'ai pas fini. Il faut que Breath of the Wild soit... Il faut que Nintendo reçoive un peu d'amour quelque part. Puis, fait que je pense qu'il y a ça aussi qui va satisfaire un peu tout le monde. Puis aussi, parce que je trouve intéressant avec la suite de Breath of the Wild, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a été teasé, puis tout ça, le jeu a l'air d'avoir une histoire cette fois-ci. Fait que, tu sais, ça pourrait être intéressant. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont avoir. Les jabs, les jabs pendant ton vote. Là. Je vais tout de suite aller à Alba parce que, man, ça saigne. Est-ce qu'un Français peut topper ses insultes cachées? Ouais, vas-y. Non, pas que j'aurais fait les mêmes, mais non, j'aurais pas été si méchant quand même. Mais non, déjà, on s'entend, cette catégorie, on pourrait la renommer la catégorie Hypometer, et c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens de donner un award à des jeux qui n'existent pas, honnêtement. Ouais. C'est juste un zizimètre. Hein. Et bon, alors à ce moment-là, oui, effectivement, on regarde celui qui génère le plus de hype, et on s'entend,
la hype d'un point de vue consommateur, il n'y a rien de pire. Enfin, C'est vrai. on voit ce qui se passe en ce moment avec Cyberpunk. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ouais, non, c'est la hype, c'est très bien pour les investisseurs, les actionnaires et les compagnies, mais pour le client, pour le consommateur, c'est pas si bien que ça. Donc cette catégorie, je la trouve me fait un peu vomir sur les bords. Mais bref, j'y suis allé là aussi avec le choix du cœur. J'ai un peu hésité avec Elden Ring, mais c'est un peu plus niche. Et comme l'a très bien dit Simon, Breath of the Wild, ça a atteint tellement de monde que ouais, ça me semble le choix safe ici. Je vous entends faire des calls, pas avec votre cœur, mais bien avec votre logique. Vous pariez d'autres choses parce que peut-être vous autres vous attendez d'autres choses, mais vous y allez avec comme le crowd. Simon, tu allais dire quelque chose, pardon, M. Forget? Ouais, mais il aurait pu régler cet award-là super facilement. Il aurait pu juste dire meilleur trailer d'un jeu pas encore sorti. Ouais. Mais là, on aurait eu Cyberpunk 2077 qui Ben, est... Mais je rappelle que vous êtes ici en train de parler avec nous autres au lieu de jouer à ça. Alors, on vous apprécie beaucoup pour ça. Là. Mais pour vrai, il aurait pu juste faire le meilleur trailer d'un jeu pour 2021, pour l'année suivante. Ça aurait été plus objectif. Les jeux, j'aurais pu checker un trailer puis dire qu'est-ce qui est convaincant dans le montage, dans la musique, dans la promesse puis tout ça. Tandis que comme Anticipated Game, il suffit qu'il y ait un des jeux là-dedans qui ont décidé de lancer une campagne marketing. C'est sûr qu'il y aura plus de hype. Ils ont mis de l'argent Meilleure pour campagne marketing. créer Là. du hype. Fait que c'est ça, fait qu'il y a des jeux là-dedans qui sont pas encore en phase marketing, fait que juste dire meilleur trailer pour une sortie de l'année suivante, ça aurait été comme parfait, là, comme nom de award, puis c'est ça. Non, mais définitivement mettre des barèmes pour justement, là c'est un peu laissé à... Mais à j'aime la les crowd. zizimètres. J'aime les zizimètres. Le zizimètre, excellent Le point. zizimètre, c'est un qualificatif. Et on peut aller au visuel, Jasmin, des votes avant de se lancer dans la dernière catégorie. Yeah, OK. Oh, OK. Jasmin m'indique aux oreilles qu'il n'y en aura pas. Probablement qu'il a vu 4 fautes de moi dedans. Il a décidé qu'on passait à autre chose. Tout le monde votait pour Hades. Tout le monde votait pour Hades. Tout le monde était sur Hades. Il y avait le nom de ma blonde que j'ai jamais parlé dans Drop Ton Weed qui est là. On va aller à la dernière catégorie, Game of the Year. Reconnaître un jeu qui offre la meilleure expérience absolue dans tous les domaines créatifs et techniques. C'est quand même important à lire la description. Animal Crossing de Nintendo, Doom Eternal, Final Fantasy VII, le remake, Ghost of Tsushima, Hades et bien sûr The Last of Us Part 2. Là, je vais juste faire mon commentaire comme d'habitude. Tout le monde a voté pour le même jeu. Et là, je vais faire de quoi de spécial, étant donné que c'est la dernière catégorie. Vous avez droit, chacun d'entre vous, à une phrase. Parce que je ne veux pas dire qu'on s'est répété, vous avez été excellent ce soir. Mais j'ai besoin d'une phrase de chacun d'entre vous pour me dire pourquoi vous avez voté pour The Last of Us Part 2. Tout le monde a voté pour ça. Et je vais commencer directement avec Alban, s'il te plaît. Une phrase. Pourquoi tu votes pour lui? Game of the Year. Parce que ça a été une réussite du début à la fin, y compris avant le jeu, pendant la sortie, jusqu'à la fin. Ça a été acclamé tout du long. On va y aller avec M. Marcoux. Parce que c'est un des rares jeux qui a su live up to the hype. Bon point. M. Forget. Ça l'a troublé, choqué et ça a marqué tout le monde. Et je te garde pour la fin, ce qui est le pire choix, je m'excuse. C'est le pire choix, ouais, parce que là, il faut que je change tout ce que tout le monde a dit. C'est hot! C'est ça. T'amènes la bine à la fin. Ouais, t'amènes... Ce qui est pas faux, fondamentalement, c'est pas faux. C'est pas faux, mais... mais pour vrai, non, ça serait une expérience cinématographique en termes de gameplay et d'émotion. Hey, les gars, honnêtement, ça a été extraordinaire ce soir. Vous avez été vraiment le fun. J'ai appris des choses. Et Drop Ton Weep a pris un niveau intellectuel tellement haut grâce à vous. Tu sais, d'habitude, c'est Frank qui soutient la franchise de Drop Ton Weep. Vous êtes arrivé, puis pour une fois, genre, Frank respirait de l'oxygène. Il était comme, wow. Hey, j'étais pas obligé de tirer quelqu'un, là. Ouais. C'était vraiment le fun. Dites-vous qu'à chaque jour, il tire un boulet. Puis aujourd'hui, genre, vous avez... mais c'est ça qui est drôle. C'est le running gag. C'est le running gag, faites-en pas. Faut embarquer dedans, là. Je suis pas autant imbécile que j'en ai l'air. J'aime ça l'avoir l'air. Mais quand même, sérieusement, les gars, vous avez été vraiment solides. J'ai eu du plaisir à vous écouter. Je vous inviterai n'importe quand sur mon show, notre show, le show à Jasmin.
Attends, avec- là, Jasmin, Oui. tu peux peut-être prendre le lead de la console, nous présenter le premier des 3 que tu veux. Les gars, on va closer le show avec vous. Faites votre présentation, où on peut vous suivre, où on peut vous lire. Hypez-vous. La couleur place est à préférée. vous, la couleur préférée. Sexville, si vous voulez aussi. Mais on veut prendre le temps de passer on un veut- après Exact. l'autre. J'ai envie de vous entendre vous parler. Parlez-vous de nous autres pour qu'on close ça comme il faut avant de... Parlez-nous de vous autres, pas Parle- parlez-vous de nous autres. Parlez-nous de vous autres, de nous autres. Non, vas-y Jasmin, passe le premier. Surprise. Ah, moi, c'est Simon Forget. J'ai un beau chat. Checkez. Hein? Alors, suivez-moi sur Twitter, Forget Simon. Frank Chuck, je suis plus fort que vous. Fait que moi puis vous deux, sur le ring, pas plus que 30 secondes, vous êtes à terre. Puis honnêtement, pour vrai, le vrai jeu gagnant de cette année, c'est Hades. Pour vrai, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis j'ai eu bien du fun. Puis c'est ça. That's it. Excellent, on passe au prochain. Je suis bien d'accord, mais sans Ron d'Hades sont d'accord avec toi, Simon. Moi, vous pouvez suivre mes tribulations et mes écrits sur RDS Jeux vidéo, tout simplement, ou effectivement sur Twitter. Mais même si en ce moment, je suis peut-être un petit peu moins actif, mais voilà, essentiellement le suivi de l'actualité e-sports sur RDS Jeux vidéo de temps en temps. Et moi, je suis un vieux de la vieille, j'ai pas de médias sociaux, donc par contre, vous pouvez m'entendre toutes les semaines, tous les lundis en anglais. Je suis chroniqueur et producteur du podcast Girls on Games. On parle de jeux vidéo, un peu comme on a fait ici, à toutes les semaines, tous les lundis en anglais avec 3 filles extraordinaires dont j'ai la chance de pouvoir faire un podcast avec elles. Et si vous voulez suivre le podcast, où je suis The Girls on Games sur Twitter. Les gars, un gros merci. Ouais, merci Ça a été vraiment énormément. le fun. J'ai appris plein d'affaires. Je vous ai trouvé extrêmement éloquent et pertinent, ouais. chose qui est rare de ma part. Fait que j'apprends de vous. Mais les gars, vous êtes les bienvenus sur Drop Ton Week, anytime of the fucking week, twice on Sunday. J'ai adoré parler avec vous autres. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon Cyberpunk. Puis j'espère vous parler en 2021 et passer d'excellentes fêtes. Merci Merci à à vous, vous. messieurs. Merci beaucoup. Bon Game Award. Yes, bye. là aussi. Tabarnak! C'était le fun. C'était insane. C'était vraiment le fou. fun. Gros show. C'était un show, man. Au début, j'étais stressé. Ça va-tu être trop long? Il n'y a pas un moment où ces gars-là n'ont pas dit quelque chose de Pertinent. pas pertinent. Exact. Genre, j'en ai honte. Je vais pas dormir ce soir. Mais c'était. Non, mais honnêtement, les gars, vous étiez hot. C'était vraiment le fun. Puis j'ai aimé entendre des opinions différentes. Parce que, tu sais, ça fait tellement longtemps que je te connais Ouais. que je sais un peu où tu vas t'en aller. C'est vrai. On connaît nos plis. On est comme un Ouais, vieux couple. Ouais, c'est ça. Mais c'était le fun d'entendre des in, puis c'était le fun d'entendre aussi des gens qui confirment ce que tu dis. Fait que des fois, tu as raison plus souvent. Mais man, what a show! Yes. On va clore! Ouais, prochain épisode, Oui. je vais en parler. On va screener pas mal de nos anciens podcasts, voir toutes les hot takes qu'on a pris, toi et moi. Les niaiseries qu'on a Ouais. dit. Puis là, on va voir est-ce que nos prédictions étaient bonnes, est-ce qu'il y a des choses qu'on a dit qui se sont avérées vraies ou pas. Ça va vraiment être drôle. J'ai déjà commencé à monter un checker? deck. Ouais, il y a des choses qu'on dit. Je voudrais aussi souligner, vous avez peut-être vu qu'on traîne une canette, une caisse de Guru. Ben, on a commencé à être sponsorisé par les boissons énergétiques Guru. Donc, si vous voulez boire de quoi qui est autre chose qu'un Monster ou un Red Bull pendant que vous gamez, Qui est bon pour la santé. c'est bio, c'est québécois, c'est en bourse en plus. Bam. Hey, garde. Encouragez ça. Jasmin, super job d'avoir géré tout ça. Charles aussi avec tous les visuels. Et Les toutes gars- mes erreurs de frappe. Et ouais, moi j'ai eu moi je me suis fait hacher dans tous mes choix et ma appellation de nom. Les cédilles, c'est devant un A, un O et un U et non devant des I. Donc allez tout chier. Tout le monde, vous pouvez nous suivre comme d'habitude. Facebook, Spotify, Apple Podcasts. That's it. Puis Have n'hésitez fun. pas à aller voir les boys qu'on a parlé, c'est du monde pertinent. Passez une excellente soirée. C'était vraiment le fun, ce show-là. Cheers.